Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu. Et ça sera le troisième et dernier live sur cette œuvre, sur ce roman vampirique. Et donc voilà, ce soir on va se lancer là-dedans. Si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, sachez qu'il s'agit d'une rediffusion justement qui a eu lieu, donc la première diffusion sur Twitch. Et donc forcément je vais répondre, je vais dialoguer avec le chat. Donc si ça ne vous intéresse pas d'avoir toute cette partie parlotte, je vous conseille de passer l'intro et de passer les pauses grâce au timecode que je vous mets à disposition dans la description de la vidéo. Voilou pour le petit disclaimer. Et je m'en vais faire un premier salut à Elyséum. Merci d'être là, Elyséum. Ça fait plaisir que tu sois parmi nous ce soir. Merci de ne pas me laisser seul, c'est trop gentil. Et du coup, bienvenue, installe-toi, prends de la mangeaille, de la boisaille. Ça se dit pas de la boisaille, mais ça me fait rire. Parce qu'en plus, boisaille, ça veut dire autre chose. Mais bon, bref. Du coup, installe-toi, détends-toi. On va bientôt commencer la lecture. Mais tout d'abord, un petit atlo, un poquito, non ça se dit pas du tout, une petite introduction dans laquelle je vais un peu raconter ma life, raconter ce que j'ai fait ces derniers jours, de manière à ce que les gens qui voudraient suivre absolument la lecture en live aient le temps d'arriver, tout simplement. Du coup, j'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui, ça sera plus des considérations et des pensées que vraiment des choses que j'ai faites. Parce que grosso modo, certaines personnes le savent et je crois, oui j'en ai parlé la dernière fois en live et peut-être même la fois d'avant. Depuis cette semaine, depuis le lundi de cette semaine, j'ai essayé de rentrer dans une dynamique qui fait que j'essaie de me donner des objectifs, de me donner des micro-buts, et du coup, dans le but de me motiver, dans le but de faire un peu plus les choses que j'ai envie de faire, mais que j'ose pas, ou pour lesquelles j'ai la flemme parce que ça demande beaucoup d'efforts, ou quoi que ce soit. Et du coup, voilà. Voilà un peu la logique de ce que j'avais commencé cette semaine. J'avais appelé ça ma nouvelle vie, n'est-ce pas? Et donc j'avais commencé ça en début de semaine, et ça s'était bien passé pendant 3 jours. Ensuite, il y a un jour où j'ai eu un peu du mal et où j'ai pas fait tout mon programme. Et ensuite, il y a eu 2 jours où j'ai fait mon programme, sauf que je me suis quasiment pas amusé en fait. Et du coup, ça rejoint assez bien finalement ma philosophie générale qui est que j'aime bien faire les choses par envie et pas par obligation ou par... Ouais, j'aime pas me forcer entre guillemets, et je trouve que faire les choses par envie en plus propose des choses de meilleure qualité dans le sens où aujourd'hui notamment, parmi les choses que je m'oblige à faire chaque jour, il y a un certain nombre d'heures de musique, que ce soit de la guitare, de la basse ou de la batterie par jour. Et aujourd'hui, c'était la journée typique. Vous savez, ce moment où vous faites une activité tellement fréquemment, tellement régulièrement, et surtout tellement intensément, que à un moment vous arrivez dans l'exact opposé de ce qui devrait être. C'est-à-dire que là, au lieu de m'améliorer et de prendre de plus en plus de plaisir, etc., aujourd'hui j'ai eu l'impression de ne pas savoir sortir une seule note correcte. J'ai eu l'impression de tout faire mal. J'ai eu l'impression que peu importe à quel point j'essayais et la volonté que j'y mettais, etc., j'avais les doigts qui buguaient, j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Donc ouais, c'est un truc qui arrive souvent, ça a dû sûrement déjà vous arriver à vous-même, mais ce délire de... Tu fais un truc tellement fréquemment, même tellement bien, j'ai envie de dire, dans le sens où même des morceaux que je sais bien jouer, aujourd'hui j'ai eu vraiment la galère de ouf. Donc ouais, là j'étais un peu dans une journée comme ça, et du coup c'est pas très agréable à vivre, parce que du coup c'est encore plus se forcer quoi, enfin bon. Donc voilà mes considérations sur ma première semaine de nouvelle vie. C'est que quand ça marche, c'est grave cool. Quand ça marche pas, on est déçu, on se fait chier quoi. Et limite je m'en veux, c'est ça le pire.
c'est qu'en plus il y a une espèce de sentiment de culpabilité parce que d'un seul coup on se dit ah mince, j'avais prévu de faire pas grand chose et même ce pas grand chose, j'arrive pas à le faire. Mais après bon, ça, ce sentiment de culpabilité, il faut essayer de totalement l'éradiquer de son esprit parce que bon, en vérité, j'ai rien fait de grave, c'est juste que j'ai manqué à une promesse entre guillemets que je m'étais faite à moi-même, mais au final, voilà, ça n'apporte rien de néfaste ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai pas réussi entre guillemets, donc bon, c'est pas grave et en soi, faut pas que je m'en veuille. Mais bon, du coup, ça m'a mis un peu le bourdon. Et là, ça fait 2 jours que je suis en petite forme, disons. Donc bon, on va essayer de se relancer, on va essayer de se remettre bien. Ah, Elyséum, je comprends ça. Elyséum qui dit que ça fait 3 mois de suite que ça lui arrive. Je comprends ça aussi, ça m'arrive aussi parfois lors de longues périodes, surtout que j'ai quand même des phases de déprime qui reviennent assez régulièrement, pour ne pas aller mieux dans ce délire. Mais bon, on essaie d'aller bien, on essaie de faire genre que tout va bien, et on essaie d'avancer. Et du coup, il y a Fallen Angel QC, je veux dire Fallen Angel seulement, qui nous rejoint et qui nous dit tiens bon Théo, est-ce que ce serait-il pas, par hasard, je dis ça comme ça, ça se trouve je me trompe et du coup je vais passer pour un abruti, mais est-ce que ce serait pas par hasard Stéphanie sur YouTube? En tout cas, bienvenue Fallen Angel, et ça fait très plaisir de t'accueillir parmi nous, quoi qu'il en soit. D'ailleurs les amis, je vous invite à prendre à manger, à boire, et je vous souhaite la bonne santé. Oui, c'est Fallen Angel. Eh bien salut Fallen Angel, ça fait super extra méga giga plaisir de t'accueillir parmi nous. Donc du coup, je vous en avais parlé au live précédent. Fallen Angel qui m'a fait des commentaires super longs, super construits, super bienveillants, enfin vraiment super intéressant pour moi, parce que voilà, déjà ça fait des retours et en plus ça fait des compliments et en plus tout ça, donc forcément ça me met du baume au cœur, ça me motive. Enfin bon, autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel avec des gros guillemets, mais disons dans l'activité de faire des lives, ça me donne un coup de boost. Donc merci beaucoup Fallen Angel, ça fait super plaisir. J'espère que tu vas bien. J'espère que c'est pas trop embêtant pour toi de suivre ce live, vu qu'il y a un décalage horaire assez massif. On doit être à peu près en plein après-midi chez toi. Donc je sais pas si c'est trop un horaire agréable pour suivre un live, mais bon. Dans tous les cas, merci à toi d'être là, c'est vraiment super sympa. Du coup, oui, d'ailleurs, une autre considération, hein, comme je le disais, là ça va être un peu l'introduction des considérations et des pensées philosophiques, plutôt que de raconter ma life. Eh bien, il y a des gens qui ne sont pas comme Fallen Angel et qui vous mettent des commentaires vraiment de qualité, vraiment top tendance. En vrai, je sais pas où je vais avec cette phrase, donc du coup je dis n'importe quoi. Bref, grosso modo, il y a de cela 2 jours, je crois, j'ai eu un commentaire qui se résumait à « Tu es un raté, point ». Et en fait, j'étais circonspect devant mon commentaire, j'étais là « D'accord ». J'ai déjà eu des gens qui m'ont commenté en m'insultant, en me trollant, en faisant des longues phrases avec plein de fautes d'orthographe pour me dire que ce que je faisais était naze ou qu'ils comprenaient pas l'intérêt ou cela. Mais là, le « T'es un raté » bien écrit, juste ces 4 mots, ce point, j'étais stupéfait. J'étais là, que veux-tu que je réponde à ça, quoi. Enfin, du coup, en vrai, je ne le prends pas à cœur parce que bon, les trolls, les commentaires, les critiques négatives gratuitement, faut vraiment pas en prendre compte, sinon tu finis très mal niveau moral. Mais c'est juste que là, j'étais dans l'incompréhension totale et j'étais là, même à quoi ça sert d'avoir posté ce commentaire en fait? Enfin, que veux-tu que je te réponde? Que veux-tu que je te dise? Tu veux que je te dise oh mais oui, mais tu as raison. Oh là là, mince, je suis un raté, j'arrête.
j'arrête. Non mais enfin, j'ai vraiment pas compris. Enfin bon. Et du coup, c'est chiant parce que ce genre de personnes, je sais même pas quoi leur répondre et je sais pas quelle réaction avoir face à eux parce que je suis en mode, est-ce que je laisse le commentaire et puis je réponds pas et puis voilà. Mais d'un autre côté, j'aime bien répondre à tout le monde et chacun peut avoir son avis. Je veux dire, on peut avoir un avis négatif sur moi, ça me dérange pas. Tant qu'on est ouvert à la discussion, etc. Là, en l'occurrence, bah voilà, c'était tellement gratuit, entre guillemets, et tellement euh, pas approfondi, pas expliqué, etc. que j'étais un peu ouais, dans l'incompréhension et j'étais là, bah c'est dommage quoi, on peut même pas dialoguer, on peut même pas essayer de voir ce qui va pas, entre guillemets, pour la personne. Enfin bon, je trouve ça un peu dommage. Et du coup, et du coup, Fallen Angel, merci beaucoup, c'est gentil ce que tu me dis. Et du coup, c'est gentil d'être passé faire un petit coucou. Je comprends que tu ne veuilles pas te spoiler l'histoire. Et du coup, bah, si tu t'en vas tout de suite, je te fais de gros bisous et puis à bientôt. À bientôt, je l'espère. J'espère que tu me diras ce que t'as pensé de Carmilla d'ailleurs. J'espère que la lecture t'aura plu. Et puis, bon après-midi à toi du coup. Sur ce, dans cette intro, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire. Ah si, j'ai fait un petit truc sympathique, un peu différent. Hier, tout simplement, j'ai été sur la chaîne de Cora, donc la chaîne sur laquelle je suis modérateur. Et Cora, hier, a fait un live un peu chill, un peu détente. Et puis, 10 minutes avant ce live, il me dit Planétéo, tu veux venir en vocal avec moi? J'ai fait oui, on va faire quoi? Et donc en gros son live c'était simplement qu'on se posait tous ensemble avec les viewers et qu'on se regardait une série de clips, donc de clips musicaux faits en animation, que ce soit style dessin animé, style manga, etc., style cartoon. Et donc en gros on se posait devant ça et on commentait ce qu'on en pensait, donc pas de la musique, de l'animation. On commentait ce qu'on pensait de l'animation, si on avait des critiques, des analyses à en faire, etc. Et du coup, bah, c'était super sympa, c'était très chill, très posé, juste une discussion entre potes limite. Donc discussion entre potes, entre Cora et moi. Et en même temps, discussion entre potes en considérant que le viewer, enfin les viewers soient entre guillemets une entité pote. Donc du coup, c'était marrant. C'était vraiment sympa, vraiment détente, mais c'était agréable. Et visiblement, les viewers ont apprécié, et donc on devrait remettre ça un de ces jours, de ce que j'ai compris. Donc voilà, si ça vous dit, n'hésitez pas un de ces jours à passer. D'ailleurs, Cora est en live actuellement, donc si vous passez sur le live de Cora, ça lui ferait très plaisir. N'hésitez pas à aller le voir, le follow, lui faire des bisous, lui passer le bonjour. Ces lives sont de Deutsche Qualität. Et donc voilà, c'est des lives de créa et de gaming, je l'ai déjà souvent dit dans cette émission, donc je ne vais pas m'apesantir davantage là-dessus. Sur ce... Et du coup, Fallen Angel, je pense que tu es parti dorénavant, mais encore merci pour tes messages, parce que ça fait juste beaucoup trop plaisir. Et du coup, Elysium, mais oui, tu as raté ça, Ellie. Ces jours-ci, on s'est pas trop croisé d'ailleurs, Ellie. Ou même parlé en privé d'ailleurs. Je sais pas, t'as eu un passage à vide ou... Enfin bon, je vais pas te demander ta vie privée. Cela ne nous regarde pas. Et du coup, les amis, on va se lancer dans la lecture sans plus attendre. Le live de ce soir risque d'être légèrement plus long que la dernière fois, même pas mal plus long que la dernière fois. Tout simplement parce qu'on va passer de 5 à 6 chapitres, et que si je ne dis pas de bêtises, les chapitres sont légèrement plus longs que les 2 fois précédentes, où les chapitres étaient vraiment très courts, genre la dernière fois c'était 2-3 pages parfois. Bref, nous nous étions laissés à un endroit fatidique, encore une fois bien entendu, l'art du cliffhanger est importante pour une lecture agréable, et donc là on s'était arrêté sur le général Spilsdorf, c'est bien ça, oui, le général Spilsdorf qui devait raconter à Laura, donc la narratrice de Carmilla, qui devait donc raconter à Laura ainsi qu'à son père la petite aventure étrange, voire très très étrange et lugubre qui lui était arrivée, et du coup les circonstances, si j'ai bien compris,
de la mort de sa nièce. Donc voilà, ça va être à ça qu'on va être confronté dès maintenant, à vrai dire. Donc voilà, on va commencer un peu dans quelque chose de triste et de grave. Mais bon, on va essayer de s'enjailler quand même et d'apprécier la lecture. Et je pense qu'on va vraiment commencer, ouais, de ce que je vois, on va vraiment commencer directement sur un dialogue là-dedans qui explique tout ça. Bref, du coup, je pense avoir fait un résumé suffisamment long. En fait, j'aime pas dans les résumés rentrer trop dans les détails, pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai pas forcément tous les détails en tête. Du coup, je veux pas dire de bêtises. En plus, je trouve que se raconter trop l'histoire, je sais pas, ça casse l'imaginaire quelque part, dans le sens où, moi en tout cas, c'est une impression que j'aime beaucoup. Je sais plus si je vous en avais déjà parlé, ça me dit quelque chose, mais personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ce moment de flou qui dure quelques secondes, une demi-minute, mais ce moment de flou où vous reprenez un texte, vous reprenez un roman, une BD, que sais-je encore, et vous vous rappelez plus tout à fait de l'histoire, vous vous rappelez plus tout à fait de où vous étiez arrêté. Et du coup, il y a ce petit moment de flou où il y a tout qui se réorganise en tête et où il y a tous les branchements qui se font et tous ces mécanismes de satisfaction, j'ai envie de dire, de se dire « Ah mais oui, c'est vrai que c'est comme ça ». Et je sais pas, je trouve ce moment magique. Enfin, personnellement, j'aime beaucoup ce moment. Je ne sais pas si c'est du goût de chacun. Et puis, je pense que peu de gens se font cette remarque parce que c'est un peu chez père. Mais en tout cas, moi, ça me plaît, ça me plaît. Il y a ma bébé gecko qui te regarde parler. Mort, Elisea, mort. Du coup, être humain et gecko, être invité à vous installer devant le live, chaleureusement. Et nous allons partir dans cette lecture dès maintenant, avec le premier chapitre de ce soir, le chapitre 11. Ouais, j'ai eu un bug du cerveau, excusez-moi. Et du coup, on est parti tout de suite, sans plus attendre. Je vous souhaite à tous une bonne écoute Elyséum, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour la première pause de ce soir. Chapitre 11. Le récit. J'y consens de tout mon cœur, dit le général en faisant un effort visible. Après un court silence pendant lequel il mit ses idées en ordre, il entama l'un des plus étranges récits que j'ai jamais entendus. Mon enfant bien-aimé se faisait grande fête du séjour que vous aviez eu la bonté de lui ménager auprès de votre charmante fille. Sur ces mots, il m'adressa un salut fort galant, mais empreint de mélancolie. Or, entre-temps, mon vieil ami le comte de Karlsfield nous invita à nous rendre dans son château, situé à 6 lieues environ de l'autre côté de Karlstein, pour assister aux fêtes qu'il donna, vous en souvenez sans doute, en l'honneur de son illustre visiteur, le grand-duc Charles. « Je m'en souviens, en effet, » dit mon père. « Je crois que ces réjouissances furent splendides. Princières, en vérité, mais il faut dire aussi que le comte a toujours dispensé une hospitalité fastueuse. On pourrait croire qu'il possède la lampe d'Aladin. La nuit qui marqua le début de mon malheur fut consacrée à un magnifique bal masqué. On avait ouvert les jardins à tout le monde et accroché dans les arbres des lampions multicolores. Il y eut un feu d'artifice tel que Paris n'en avait jamais vu de pareil. Quant à la musique, qui vous le savez est mon faible, elle était vraiment divine. Le meilleur orchestre du monde, les meilleurs chanteurs qu'on en avait pu emprunter aux plus grands opéras d'Europe. Pendant que l'on errait à travers ces jardins illuminés d'une manière féerique, à l'extrémité desquels se dressait le château dont les longues rangées de fenêtres déversaient une lumière rose, on entendait soudain ces voix ravissantes s'élever d'un bosquet silencieux ou de l'un des bateaux qui voguaient sur le lac. J'avais l'impression de me trouver transporté en arrière, dans le monde romanesque et poétique de ma prime jeunesse. Dès que le bal commença, après le feu d'artifice, nous gagnâmes la majestueuse suite de salles réservées aux danseurs. Un bal masqué, vous le savez, offre toujours un beau spectacle, mais je n'ai jamais rien vu que l'on puisse comparer à cette merveilleuse soirée. Les invités appartenaient à la plus haute aristocratie. J'étais presque le seul personnage dénué de toute importance. Mon enfant chérie semblait particulièrement belle ce soir-là. Elle ne portait pas de masque. Son agitation et son plaisir ajoutaient un charme indicible à ses traits adorables. Je remarquai bientôt qu'une jeune fille masquée, splendidement vêtue, semblait l'observer avec un intérêt extraordinaire. Je l'avais aperçue au début de la soirée dans la grande salle, et, un peu plus tard, elle avait marché près de nous pendant quelques minutes sur la terrasse devant le château, sans quitter ma nièce des yeux.
Une dame masquée portant un costume à la fois riche et sobre, dont l'allure majestueuse révélait une personne de haut rang lui servait de chaperon. Si la jeune fille avait eu le visage découvert, j'aurais pu savoir de façon plus sûre si elle observait vraiment ma pauvre enfant. Aujourd'hui, j'en ai la certitude absolue. Nous nous trouvions dans un des salons. Ma nièce qui venait de danser se reposait dans un fauteuil près de la porte. Quant à moi, j'étais debout tout près d'elle. Les deux femmes dont je viens de parler s'approchèrent, et la plus jeune s'assit dans un fauteuil à côté de ma pupille. Sa compagne resta debout à côté de moi, et lui parla pendant quelque temps à voix basse. Ensuite, profitant du privilège de son masque, elle se tourna vers moi, m'appela par mon nom, puis, sur le ton d'une amie de longue date, entama une conversation qui piqua ma curiosité au plus haut point. Elle mentionna plusieurs réceptions où elle m'avait rencontré, à la cour ou chez des personnes de qualité. Elle fit même allusion à de petits incidents, auxquels j'avais cessé de penser depuis longtemps, mais qui, je m'en aperçus, étaient simplement restés en suspension dans ma mémoire, car ils reprirent vie dès qu'elle les eut évoqués. Mon désir de savoir qui elle était devenait plus vif à mesure que le temps passait. Elle esquivait avec beaucoup d'adresse et d'amabilité toutes mes tentatives d'identification. Il me semblait presque inexplicable qu'elle connût tant d'épisodes de mon existence, et elle paraissait prendre un plaisir bien naturel à déjouer ma curiosité, à me voir patauger d'une conjecture à une autre dans mon avis de perplexité. Pendant ce temps, la jeune fille, que sa mère appela une ou deux fois par le nom bizarre de Milarka, en lui adressant la parole, avait lié conversation avec ma nièce en déployant autant de grâce et d'aisance que mon interlocutrice. Elle se présenta en disant que sa mère était une de mes vieilles connaissances. Elle lui parla de l'agréable audace que permettait le port du masque. Elle lui tint des propos aimables, admira son costume, et lui fit, en termes choisis, des compliments discrets sur sa beauté. Elle l'amusa beaucoup, en se moquant des danseurs qui emplissaient la salle de bal, et rit gaiement avec elle. Elle se montra pleine d'esprit et d'animation, si bien que toutes deux ne tardèrent pas à être en très bons termes. Finalement, elle ôta son masque, découvrant ainsi un visage d'une extraordinaire beauté. Il nous était complètement inconnu, mais ces traits adorables avaient un tel pouvoir de séduction que nul ne pouvait rester indifférent à leur charme. Ma pauvre nièce s'y succomba sur le champ. Je n'ai jamais vu personne plus subjuguée par quelqu'un d'autre au premier coup d'œil, si ce n'est en vérité l'inconnue elle-même, qui semblait prise d'une folle passion pour ma chère enfant. Pendant ce temps, profitant de la licence que permet un bal masqué, j'accablai sa mère de questions. « Vous m'avez intrigué au plus haut point, dis-je en riant. Cela ne vous suffit-il pas? Ne voulez-vous pas consentir à vous mettre à égalité avec moi en me faisant la faveur d'ôter votre masque? Nulle requête ne saurait être plus raisonnable, répondit-elle. Comment pouvez-vous demander à une femme de renoncer à un avantage? De plus, comment savez-vous que vous me reconnaîtriez? Les années nous changent beaucoup. Ainsi que vous pouvez le voir, dis-je en m'inclinant avec un petit rire mélancolique. C'est ce que les philosophes nous apprennent, poursuivit-elle. Et qui vous dit que la vue de mon visage vous serait de quelque secours? J'en accepte le risque sans la moindre appréhension. Il est inutile d'essayer de vous faire passer pour une vieille femme, votre tournure vous trahit. Il n'en reste pas moins que plusieurs années ont passé depuis que je vous ai vu, ou plutôt depuis que vous m'avez vu, car c'est sur ce plan que je me place. Milarka que voici est ma fille, je ne saurais donc être jeune, même aux yeux des gens auxquels le temps a appris l'indulgence, et il pourrait fort bien me déplaire d'être comparé à l'image que vous gardez de moi. Vous n'avez pas de masque à ôter, vous ne pouvez donc rien m'offrir en échange. C'est par pitié pour moi que je vous prie de l'enlever, et c'est par pitié pour moi que je vous prie de me permettre de le garder. Dans ce cas, vous consentirez, je l'espère, à me dire si vous êtes française ou allemande, car vous parlez le français et l'allemand à la perfection. Ma foi, général, je garderai le silence à ce sujet. Vous avez l'intention de me prendre par surprise, et vous cherchez présentement votre point d'attaque. À tout le moins, vous ne songerez pas à nier que, puisque vous m'avez fait l'honneur de vous entretenir avec moi, je devrais savoir comment m'adresser à vous. Dois-je dire madame la comtesse? Elle se mit à rire, et je suis certain qu'elle se serait dérobée une fois de plus si elle n'en avait pas été empêchée par un incident. Mais puis-je appeler incident la moindre circonstance d'une entrevue qui, je le crois maintenant, avait été préparée dans ses moindres détails. Quoi qu'il en soit, à peine avait-elle commencé à me répondre qu'elle fut interrompue par l'arrivée d'un homme vêtu de noir, particulièrement élégant et distingué, dont la seule imperfection était à mes yeux une pâleur vraiment cadavérique. Il ne portait pas de travesti, mais un simple habit de soirée. Sans le moindre sourire, il s'inclina très bas devant ma compagne et lui parla en ces termes. « Madame la comtesse, me permettra-t-elle de lui dire quelques mots susceptibles de l'intéresser ?» La dame se tourna vivement vers lui et posa un doigt sur ses lèvres pour lui enjoindre le silence. Puis elle me dit d'un ton enjoué.
Soyez assez gentil pour me garder ma place, général. Je vais revenir sur quelques instants. » Sur ces mots, elle s'en alla à l'écart avec l'homme en noir, et tous deux s'entretinrent très sérieusement pendant quelques minutes. Ensuite, ils s'éloignèrent à pas lents dans la foule et je les perdis de vue. Je commençai à me torturer l'esprit pour tenter de découvrir l'identité de la dame qui se souvenait si aimablement de moi. J'envisageais même de prendre part à la conversation entre sa fille et ma nièce, pour essayer de préparer une surprise à la comtesse en étant capable de lui dire à son retour son nom, son titre, le nom de son château et la liste de ses biens. Mais à ce moment, elle revint en compagnie de l'homme en noir. « Je préviendrai madame la comtesse quand sa voiture sera à la porte, » lui dit-il. Puis, il s'inclina devant elle et se retira. C'est la fin du chapitre 11, les amis. On se marque une courte pause. Et du coup, je viens vers vous dans le chat. Et bonsoir Badzidia. Bienvenue sur ce live, Badzidia. Je crois que c'est la première fois que je te croise, si je ne dis pas de bêtises. Et donc du coup, bienvenue. Tu es ce soir sur un live de lecture. Donc grosso modo, je lis une œuvre. Aujourd'hui, c'est Carmilla, un roman de Sheridan Le Fanu. Et donc, comment ça se goupille? Grosso modo, je fais une introduction de 15-20 minutes où je parle un petit peu de ma life. Ensuite, je lis un chapitre dans son entièreté sans interruption pour que la lecture soit le plus fluide possible. Puis je fais des pauses à la fin des chapitres pour pouvoir parler un petit peu avec vous et puis reprendre mon souffle avant de poursuivre avec un chapitre suivant et ainsi de suite jusqu'à la fin du live. Et du coup, Badzidia, si tu es nouveau, je ne sais pas, parmi nous, n'hésite pas à nous dire comment tu as trouvé la chaîne, ça m'intéresse toujours, et comment tu es tombé sur nous. Si tu es encore là d'ailleurs. Parce que c'est vrai que du coup, tu m'as souhaité le bonsoir, mais quand je ne réponds pas, les gens parfois ne restent pas, parce qu'ils se disent « il me répond pas ». Ça, c'est peut-être le problème des lives de lecture, c'est que c'est arrivé pas mal de fois que quelqu'un arrive pendant la lecture, justement, et puis forcément je lui réponds pas tout de suite, donc forcément il s'impatiente ou il se dit what the fuck, pourquoi il me répond pas? Donc bon, c'est un peu le piège. Madame la comtesse, Elisère, madame la comtesse. Et du coup oui, j'en profite, je viens de voir mon dashboard, donc mon tableau de bord. J'en profite, hier, si je ne dis pas de bêtises, Velvet2Guy a follow la chaîne, donc merci à toi Velvet2Guy, je sais que t'es pas là, mais bon, je dis merci quand même, au moins c'est gravé quelque part. Merci à toi, ça fait très plaisir. Et Lily qui nous rejoint. Bonsoir Lily, ça fait plaisir que tu sois parmi nous, comment tu vas? Comment tu vas? Ce soir on a déjà commencé un chapitre, donc je sais pas si tu suis la lecture entre guillemets assidûment. Je sais pas si t'as regardé les rediffusions des anciens lives ou pas, enfin voilà. Je ne sais pas trop comment tu consommes entre guillemets mes lives. Mais du coup voilà, ce soir on a déjà lu un chapitre et on va entamer le chapitre 12 dans quelques instants. Hop. D'ailleurs là j'ai failli je me suis fait carrément piéger en fait. J'espère que ça n'a pas été trop piégeant pour vous aussi du coup. Mais il y a un moment où je pensais que c'était Laura. Donc je pensais que c'était la narratrice qui reprenait la parole. Alors qu'en fait c'était le général qui racontait au présent... Enfin ouais voilà, qui racontait au présent un dialogue du passé. Donc du coup... je me suis un peu emmêlé les pinceaux et j'étais plus sûr de qui j'étais. Enfin, de qui j'étais. J'étais plus sûr de quel personnage je devais interpréter. Donc voilà, j'espère que ça vous aura pas trop piégé. Moi, je me suis laissé avoir. Mais du coup, ça, c'est une chose que j'apprécie assez. Les récits enchâssés comme ça. Ce qui permet d'avoir le point de vue de plusieurs personnages, etc. Mais je trouve que, ouais, c'est vachement... Enfin... Quand c'est mal fait, entre guillemets, c'est vachement troublant et flou. Et là, en l'occurrence, je trouve que c'était maladroit la manière dont c'était fait, quoi. Alors, je sais pas si c'est dans les mots ou que ce n'était pas assez compréhensible, ou si c'est parce que la ponctuation ne le laissait pas comprendre. Mais j'ai vraiment eu l'impression que c'était juste le général qui continuait, quoi, à raconter son histoire.
Ok Lily, pas de souci, pas de souci. C'est cool, il y a des gens qui font vraiment plein de choses pendant mes lives. Il y a des gens qui font du dessin, il y a des gens qui se reposent, il y a des gens qui conduisent, il y a des gens qui sont dans les transports. Puis il y a des gens qui jouent à Animal Crossing, comme Lily, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Animal Crossing, c'est tellement un jeu que je kiffe en plus. Ajoutez-moi ajoutez-moi sur Animal Crossing Pocket Edition, là, je sais plus comment ça s'appelle. Non, en vrai, je vais pas le donner parce que j'y joue plus, donc ça sert à rien. Mais j'avoue qu'Animal Crossing, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Lily qui va farmer comme un porc, je cite. Bah du coup, bon courage Lily dans ton farming. Et du coup, qu'allais-je dire? Oui. Je les ai là sur le côté, je viens de les voir du coin de l'œil, du coup ça me fait penser que je devais vous le demander. Maintenant que vous êtes deux, peut-être trois, enfin bon bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez pour la suite, parce que voilà, là c'est vraiment le dernier live sur Carmilla, ça c'est assuré à 100%, à moins que d'un seul coup, il y ait une supernova qui explose dans mon jardin. C'est illogique à souhait, mais bon, à moins que cela n'arrive, logiquement ce sera le dernier live sur Carmilla. Donc du coup, dites-moi avec quoi vous voulez qu'on enchaîne la prochaine fois. À savoir que dans 2 semaines, je ferai une petite pause de 4 jours, un truc comme ça. Enfin bon, bref. Mais du coup, on va enchaîner avec de la poésie, comme je vous l'avais dit, un recueil de poésie. Et c'est à vous de choisir entre Poème saturnien de Verlaine ou Émaux et Camées de Théophile Gautier. Hop. Donc voilà, choisissez. Dites-moi ce que vous préférez. Dites-moi aussi si vous n'avez pas de préférence, si pour vous c'est pareil. En vérité, je ne sais même pas si j'ai déjà lu une œuvre complète de Verlaine ou de Théophile Gautier. Je ne crois pas personnellement. Donc ça va être de la totale découverte. J'avais un petit penchement pour Verlaine en cela qu'il est... Alors ça tient à rien, hein, mais en cela qu'il est un peu plus court, j'ai l'impression. Et du coup, vu qu'il est plus court, je me dis que ça sera plus adapté au rythme que j'aurai dans les prochaines semaines, tout simplement. Du coup, m'y connais pour aucun des deux, je connais plus Verlaine quand même. Verlaine pour moi. Ok, donc visiblement ce serait plutôt Verlaine pour vous deux. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires sur YouTube si vous voulez. Ou n'hésitez pas à venir m'en parler en privé sur Discord ou sur les réseaux sociaux, peu m'importe. Ok, donc du coup pour vous Elyséum et Lily, ça serait plutôt Verlaine, a priori, je suppose. Bah ouais. En vrai, vu que déjà moi-même, je doute à faire ça, bah je doute. J'ai plutôt envie de me diriger vers ça. Je me dis autant s'axer là-dessus. J'ai du mal à trouver mes mots, c'est fou. Donc voilà, je pense qu'on lira ça la prochaine fois. C'est pas sûr à 100%, mais Poème saturnien de Verlaine. De très grandes chances que ce soit pour la semaine prochaine. Alors Lily, ouais, je crois que Gautier est un peu lourd dans ses poèmes. Ok, ok. Bah c'est ce que... Alors c'est très bizarre hein, comme avis, mais c'est ce que me laisse présager le titre. C'est-à-dire que Émaux et Camées, d'un côté je trouve ça très beau. Je trouve que dans les sonorités c'est très beau. Après je trouve que ça veut un peu rien dire entre guillemets. Enfin, c'est... Je sais pas. Je trouve ça joli, je trouve ça ce que vous voulez. Mais Émaux et Camées, je trouve que ça fait un peu sophistiqué pour être sophistiqué. Je trouve que ça fait un peu trop élitiste entre guillemets. Donc je sais pas du tout après si le reste, enfin c'est bête de se, comment dire, c'est bête de se d'en juger que par le titre. Mais je trouve que le reste, si le reste est du même acabit, pardon, ça sera peut-être un peu lourd pour moi aussi, ouais. Peut-être un peu indigeste, nous verrons bien. Et du coup, Lily, oui, j'ai déjà lu l'œuvre de Baudelaire. Enfin, j'ai pas lu l'œuvre entière de Baudelaire, mais j'ai lu Les Fleurs du Mal, en live. Donc du coup, bah, si ça t'intéresse de les écouter, n'hésite pas à aller sur la chaîne YouTube, il y a les playlists disponibles déjà. Avec toutes les œuvres qu'on a lues depuis toujours.
Et d'ailleurs, ça me fait penser le fait de parler de poésie et de poèmes. J'ai oublié de le dire dans l'intro de ce live. J'ai encore publié quelques textes sur Wattpad, donc quelques poèmes. Et si cela vous intéresse, si cela vous intéresse, je vous dirais tout simplement que depuis quelques jours, je commence à avoir en tête la fin de mon recueil de poèmes, ou je sais pas comment appeler ça, parce que c'est pas vraiment un recueil de poèmes, quoi, c'est juste, disons, de mon ensemble de poèmes, qui s'appelle donc Pousse, P-O-U-S-S-E, et voilà, je pense arriver au bout de Pousse, donc je pense que là on est à un truc genre 22-23 parties, je pense que l'ensemble sera constitué de 25 textes, quelque chose comme ça. Et du coup, Velvet2Guy qui nous rejoint, bienvenue Velvet2Guy sur ce live, ça fait plaisir que tu sois là. Merci beaucoup de passer, tu l'as promis et tu as tenu parole. J'ai vraiment trop de mal à m'exprimer, c'est un délire, j'ai envie de me mettre des patates. Enfin bref, donc du coup Velvet2Guy, merci beaucoup et bienvenue dans ces lives de lecture. C'est des lives un peu particuliers, Velvet2Guy, je sais pas si ça va être à ton goût, mais grosso modo, je lis des œuvres en live. Je fais une petite introduction, je fais un chapitre, ensuite je fais une pause pour vous répondre. Et pendant les chapitres, du coup, je ne vous réponds pas tout simplement pour ne pas couper le flow de la lecture. Et du coup, je vois que certaines personnes ont des mauvais souvenirs des Fleurs du Mal, dis donc. C'est vrai que moi, ça me bottait vraiment pas quand j'étais en cours. J'avais énormément de camarades féminines surtout qui étaient en adoration sur Baudelaire. Moi, c'était pas du tout mon délire, quoi. Enfin bon, bref. Puis une fois, parce que bon, je suis un romantique dans le fond. Allez, je vous raconte ça et après on se lance dans la lecture parce que là je suis en train de divaguer sur de la parlotte et de la parlotte et de la parlotte et du bavardage. Mais je vous dis ça juste comme ça, petite anecdote. Une fois, donc c'était... Je pense que c'était en terminale. Une fille qui me plaisait depuis 3 ans et qui me laissait un petit peu galérer. Donc c'était pour la Saint-Valentin. Cette fille appréciait Baudelaire. Et donc j'avais acheté le recueil Les Fleurs du Mal. Dans la couverture, j'avais écrit à l'encre de Chine avec une vraie plume, etc., en essayant de calligraphier un petit peu une phrase d'un film qu'on aimait bien tous les deux, surtout moi. Ce film, c'était Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Et donc, le petit final, la petite cerise sur le gâteau, c'était que du coup, j'avais acheté une rose blanche et je l'avais calée dans la couverture. Donc, genre, il y avait la couverture comme ça. J'avais mis la rose blanche comme ça. Après, j'avais été chez le fleuriste, il m'avait fait un truc transparent bien autour. Et du coup, voilà, je lui avais offert ça en terminale, si je dis pas de bêtises. Et bah, ça lui a fait très plaisir, ça lui a fait très très plaisir, mais ça n'a pas porté ses fruits puisque je ne suis jamais sorti avec cette personne. Bref, donc voilà. Velvet2Guy, oui, ce sont la collection des épouvanteurs qu'il y a là. Une série de romans que j'ai beaucoup apprécié au début. Et là, vraiment, les 2-3 derniers romans, j'ai l'impression que l'auteur se renouvelle pas et cherche des trucs alambiqués au possible pour se renouveler. Et du coup, je suis beaucoup moins fan. Et je trouve que ça devient bizarrement de plus en plus enfantin, alors que ça devrait être... Enfin, que souvent les séries de ce genre sont de plus en plus sombres. Alors que là, je trouve que ça devient de plus en plus enfantin, donc bon. J'ai été fort déçu parce que l'épouvanteur, ça me bottait énormément au début, quoi. Ah là là, ça parle de souvenirs, de bacs, de bouquins qui vous ont déplu. Et du coup, bon, écoutez, j'ai pas envie de vous foutre la haine, hein, mais au bac français, oral et écrit, je crois que j'ai eu, il me semble, alors je sais plus, j'ai eu soit 17 et 18, soit 18 et 19, enfin quelque chose comme ça. Enfin bon, bref. Donc voilà, bon, je veux pas me la péter, mais c'est juste parce que vu que vous en parlez, je me permets de le glisser comme ça, quoi.
Bref, sur ce, on va s'arrêter sur ces tergiversations. On va reprendre la lecture parce qu'on arrive déjà à 40 minutes de live et j'ai lu qu'un chapitre. Bien joué Planétéo. Ça m'arrive de plus en plus de parler énormément avec vous, ce qui est très agréable, mais en même temps, ce qui fait que la lecture n'avance pas, quoi. Donc faut que je me contienne un petit peu et que j'arrête de m'emporter et de parler de ma life. Velvet to Guy, ouais, moi je trouve la série très palpitante, mais au fur et à mesure je trouvais ça lassant. Bah voilà. Bah on est tout à fait d'accord Velvet to Guy. Je trouve que ça se répète de plus en plus et c'est de moins en moins inspiré. Bref, on va reprendre les explications du général Spilsdorf. Et du coup, on va se dire à tout à l'heure pour la prochaine pause, les amis. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute Lily, bonne écoute Elysium, bonne écoute Velvet to Guy, et à tous ceux qui nous regardent dans l'ombre et en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure. Chapitre 12. Une requête. Ainsi, dis-je en m'inclinant très bas, nous allons perdre Madame la Comtesse, mais j'espère que ce sera simplement pour quelques heures. Peut-être pour quelques heures, peut-être pour quelques semaines. Il est bien fâcheux que cet homme soit venu me parler juste en ce moment. Savez-vous enfin qui je suis ? Je lui assurai que non. Vous le saurez, n'en doutez point, poursuivit-elle, mais pas aujourd'hui. Nous sommes des amis plus intimes et de plus longue date que vous ne semblez le soupçonner. Je ne puis encore vous révéler mon identité. Mais d'ici 3 semaines, je passerai par votre beau château, au sujet duquel je me suis renseigné auprès de diverses personnes. Je me permettrai de rester 1 heure ou 2 en votre compagnie, afin de renouer les liens d'une amitié à laquelle je ne puis songer sans que 1000 souvenirs agréables me reviennent en mémoire. Pour l'instant, une nouvelle imprévue m'a frappé comme la foudre. Je dois partir sur le champ et faire un voyage de 100 miles environ, par une route détournée en me hâtant le plus possible. Je suis en proie à de multiples perplexités. Seule la réserve dont j'ai fait preuve à votre égard au sujet de mon nom pourrait me dissuader de vous adresser une étrange requête. Ma pauvre enfant n'est pas en possession de toutes ses forces. Son cheval s'est abattu sous elle au cours d'une partie de chasse. Elle souffre encore des suites du choc nerveux qu'elle a subi, et notre médecin a déclaré formellement qu'elle devait à tout prix éviter la moindre fatigue pendant quelque temps. En conséquence, nous sommes venus ici à loisir, par petites étapes, à peine 6 lieues par jour. À présent, il me faut voyager jour et nuit pour accomplir une mission d'où peut résulter la vie ou la mort, mission dont je serai à même de vous expliquer l'importance et le danger lorsque nous nous retrouverons, comme je l'espère, dans quelques semaines. Car alors, plus rien ne nous contraindra à dissimuler. Elle poursuivit son discours en formulant sa requête sur un tel ton qu'elle semblait accorder et non point solliciter une faveur. C'est du moins l'impression que me donna son comportement. Mais elle semblait ne pas s'en rendre compte le moins du monde. Quant au terme qu'elle employa, rien ne saurait être plus suppliant. Elle me pria tout simplement de vouloir bien me charger de sa fille durant son absence. Bien considéré, c'était là une demande très étrange, pour ne pas dire très audacieuse. Mais la comtesse me désarma en m'exposant elle-même les arguments divers qu'on pouvait avancer pour la déclarer injustifiée, et en s'en remettant entièrement à ma générosité. Au même instant, par une fatalité qui semble avoir déterminé d'avance tous les épisodes de cette aventure, ma pauvre enfant s'approcha de moi et me supplia à voix basse d'inviter Milarca à nous rendre visite. Elle venait de sonder les intentions de sa nouvelle amie, qui serait ravie d'accepter si sa mère le lui permettait. En d'autres circonstances, je lui aurais demandé d'attendre que nous sachions au moins à qui nous avions affaire, mais je n'eus pas le temps de réfléchir. La mère et la fille m'assaillirent à la fois, et je dois avouer que je me laissais influencer par le beau visage de Milarca, empreint de tant de séduction, ainsi que par cette élégance et ce feu qui sont l'apanage des personnes de qualité. Je finis donc par rendre les armes et accepter beaucoup trop à la légère de prendre soin de la jeune fille. Celle-ci écouta avec la plus grande attention les dernières recommandations de sa mère qui lui expliqua, sans fournir le moindre détail, qu'elle venait d'être mandée de façon urgente, et lui exposa les dispositions prises par elle pour la remettre entre mes mains. Elle ajouta que j'étais un de ses amis les plus anciens et les plus précieux. Naturellement, je prononçai les paroles qui semblaient convenir à la circonstance, et me trouvai, réflexion faite, dans une situation assez peu à mon goût. L'homme en noir apparut de nouveau, et d'un air très cérémonieux s'offrit à conduire l'inconnu hors de la pièce. Il semblait avoir adopté à dessein un comportement de nature à me convaincre que la comtesse était un personnage beaucoup plus important que son titre modeste n'aurait pu me le laisser croire. Avant de me quitter, elle me pria instamment de ne faire, jusqu'à son retour, aucune tentative pour apprendre autre chose que ce que j'avais déjà pu deviner à son sujet. Notre hôte, dont elle était l'invitée, connaissait ses raisons. « Mais, poursuivit-elle,
Ni moi ni ma fille ne saurions demeurer plus d'un jour dans ce château sans courir un grave danger. Il y a 1 heure environ, j'ai commis l'imprudence d'ôter mon masque et je me suis imaginé que vous m'aviez vu. C'est pourquoi j'ai décidé de chercher une occasion de vous parler. Eussé-je découvert que vous m'aviez bel et bien vu, je m'en serais remise à votre sens de l'honneur pour me garder le secret pendant quelques semaines. Les choses étant ce qu'elles sont, je m'estime très satisfaite. Mais si vous devinez à présent qui je suis, ou si vous deviez le deviner plus tard, je m'en remets une fois encore à votre sens de l'honneur pour n'en rien dire jusqu'à mon retour. Ma fille, de son côté, observera le même silence, et je sais fort bien que vous lui rappellerez de temps à autre la nécessité de se taire, de crainte qu'elle ne commette une indiscrétion par un simple étourderie. Elle murmura quelques mots à l'oreille de sa fille, lui donna 2 baisers rapides, s'éloigna en compagnie de l'homme vêtu de noir, et se perdit au milieu de la foule. Dans la pièce voisine, dit Milarca, il y a une fenêtre qui donne sur la porte d'entrée. Je voudrais bien voir maman une dernière fois, et lui envoyer un baiser de ma main. Naturellement, nous accédâmes à son désir, et l'accompagnâmes jusqu'à la fenêtre. Nous vîmes alors une belle voiture à l'ancienne mode, entourée d'une troupe de courriers et de laquais. Nous vîmes aussi l'homme en noir, posé sur les épaules de la comtesse un épais manteau de velours, dont il rabattit le capuchon pour cacher le visage de sa maîtresse. Elle le remercia d'un signe de tête, et lui effleura la main du bout des doigts. Il s'inclina très bas à plusieurs reprises pendant que la portière se refermait et que la voiture s'ébranlait. « Elle est partie, » dit Milarca en soupirant. « Elle est partie, » répétai-je à mon adresse en songeant à la folie de mon acte pour la première fois, car je n'en avais pas encore eu le loisir au cours des moments précipités qui avaient suivi mon consentement. « Elle n'a pas levé les yeux, » reprit la jeune fille d'un ton plaintif. « Peut-être que madame la comtesse avait ôté son masque et ne se souciait pas de montrer son visage, » lui répondis-je. « De plus, elle ne pouvait pas savoir que vous étiez à la fenêtre. » Elle me regardait bien en face en soupirant. Elle me parut si belle que je m'attendris. Je regrettai de m'être repenti, l'espace d'un moment, de lui avoir offert l'hospitalité, et je résolus de réparer à l'avenir la mauvaise humeur inavouée avec laquelle j'avais accepté de la recevoir sous mon toit. Après avoir remis son masque, la jeune fille joignit ses instances à celles de ma nièce pour me persuader de regagner les jardins, où le concert devait bientôt recommencer. J'accédai à cette requête, et nous allâmes nous promener sur la terrasse devant le château. Nous fûmes vite en termes très intimes avec Milarca, qui nous divertit beaucoup par ses descriptions animées des nobles personnages que nous voyons autour de nous, et par des anecdotes piquantes à leur sujet. J'éprouvais une sympathie croissante à son égard. Ses commérages dénués de toute méchanceté étaient fort distrayants pour moi, qui avais perdu contact avec le grand monde depuis si longtemps. Je songeais qu'elle allait mettre beaucoup de vie dans nos soirées à la maison, souvent bien solitaires. Le bal ne prit fin qu'au moment où le soleil atteignait presque l'horizon. Ce fut le bon plaisir du grand-duc de danser jusqu'à cette heure-là, de sorte que ses loyaux sujets ne purent se retirer ou même songer à gagner leur lit. Nous venions de traverser un salon bondé de monde lorsque ma pupille me demanda ce qu'était devenu Milarca. J'avais cru qu'elle se trouvait à côté de ma chère enfant, et celle-ci s'était imaginée qu'elle se trouvait à côté de moi. En fait, nous l'avions perdue. Tous mes efforts pour la retrouver restèrent vains. Je craignis que, dans son trouble à se voir séparée de ses nouveaux amis, elle n'eût pris d'autres personnes pour nous et ne se fût égarée en essayant de les suivre dans l'immense parc. Alors je me rendis pleinement compte de la folie que j'avais commise en acceptant la garde d'une jeune fille dont je ne connaissais même pas le nom. Car enchaîné par des promesses qui m'avaient été imposées pour des motifs entièrement ignorés de moi, je ne pouvais même pas préciser l'objet de mes demandes de renseignements en disant que la disparue était la fille de la comtesse qui venait de partir quelques heures auparavant. Le matin se leva. Je n'abandonnai mes recherches qu'au grand jour, et il me fallut attendre jusqu'au lendemain pour avoir des nouvelles de Milarca. Vers 2 heures de l'après-midi, un domestique vint frapper à la porte de la chambre de ma nièce. Il apprit à celle-ci qu'une jeune fille en proie, semblait-il, à une grande détresse, l'avait prié instamment de lui indiquer où elle pourrait trouver le général baron Spichdorf et sa fille, aux beaux soins desquels sa mère l'avait confiée. Il n'était pas douteux, malgré l'inexactitude de ce titre de baron auquel je n'ai pas droit, que notre jeune amie avait réapparu, et en effet c'était bien elle, plutôt ciel que nous l'eussions perdue à jamais. Elle expliqua à ma nièce qu'elle n'avait pas réussi à nous rejoindre plus tôt pour la raison suivante. Très tard dans la nuit, désespérant de nous retrouver, elle était entrée dans la chambre de l'intendante, et avait sombré aussitôt dans un sommeil profond qui, malgré sa longue durée, avait à peine suffi à lui rendre ses forces après les fatigues du bal. Ce jour-là, Milarca rentra avec nous à la maison. Tout compte fait, j'étais trop heureux d'avoir procuré à ma nièce une si charmante compagne. Et c'est la fin du chapitre 12, les amis. On se marque une courte pause.
Elyséum. Ça, je sais pas, c'est... Enfin, il y a quelques profs malheureusement qui sont vraiment comme ça, mais... C'est vrai que les profs qui, d'entrée de jeu, on en a tous eu je pense, mais des profs qui d'entrée de jeu te disent alors moi je vous préviens, cette année ou à tel contrôle ou quoi que ce soit, je mets pas plus de telle note, ça n'a tellement aucun sens quoi, c'est tellement flinguer bah, déjà le moral de ses élèves et flinguer le système comme il est foutu. Enfin, c'est... Puis voilà, c'est tellement... Se fermer, comment dire... En fait, c'est déjà se mettre dans un état d'esprit où on se dit, bon bah ils sont forcément mauvais, entre guillemets, quoi. Enfin... C'est vraiment désagréable, cette manière de penser, je trouve. Ça refourgue des gamines comme ça au calme, nous dit Elyséum. Eh oui, d'ailleurs, vous ne trouvez pas que l'histoire du baron... Enfin non, c'est pas le baron du coup, mais du général Spilsdorf et de sa nièce commence à vachement ressembler à l'histoire de Laura et de son père. Ça commence à puer. Je suis en train de... Enfin, de toute manière, vous aussi, je suppose, mais on est en train de voir de plus en plus où est-ce que ça nous mène. Et j'ai bien peur que ce soit catastrophique en fin de fin. En plus, Carmilla, Millarca... Voilà quoi, faut pas nous prendre pour des cons non plus. Enfin bon. Donc ouais, j'ai l'impression que ça pue de plus en plus cette histoire. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant la manière dont c'est amené pour le coup. Je trouve la structure vachement intéressant. Le fait que y ait un récit enchâssé dans le récit qui se répète et qui fasse exactement écho à l'histoire principale. Et bah du coup, je trouve ça super intéressant comme manière de faire parce que petit à petit, le lecteur se rend compte que les situations sont analogues. Et puis petit à petit, je suppose que le narrateur aussi va s'en rendre compte. Donc je pense que ça va être assez intéressant. Et du coup, Lily, il nous reste... alors, on est au chapitre 13. Donc il nous reste le 13, 14, 15, 16. Donc 4 chapitres ce soir. D'ailleurs, je vais changer le titre du live. Hop. Élise, pourquoi tu dis ça, Ellie? Il y a des riches et des aristocrates. Que racontes-tu? Mais ouais, je trouve ça super intéressant. Enfin, il ne me semble pas avoir déjà vu ça. Je pense pas que ça soit très original parce que ça me semble être une structure et une astuce entre guillemets d'auteur relativement facile à trouver. Donc je pense pas que ce soit hyper original et que ça ait jamais été vu et voilà. Mais en tout cas dans mes lectures personnelles, je pense pas avoir déjà rencontré ce cas de figure où on a voilà entre guillemets deux narrateurs qui racontent la même histoire pour faire se rendre compte au narrateur qu'il y a un truc qui cloche. Là, je trouve ça bien trouvé. J'essaie de résumer Elyséum. Non, mais n'importe quoi. Grosso modo, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, Lily nous a demandé si quelqu'un pouvait faire un résumé. Et Elyséum a résumé par il y a des riches et des aristocrates. Mais n'importe quoi. Bah, grosso modo, Lily, c'est difficile à résumer comme ça en vrai. Pour faire le résumé le plus succinct possible, il y a une narratrice qui s'appelle Laura, qui est une adolescente assez jeune, qui vit avec son père. Il tombe sur une fille qui s'appelle Carmilla, qui leur est confiée par sa mère. Donc du coup, Carmilla vient vivre chez Laura et le père. Il y a plein d'événements étranges qui arrivent. Carmilla disparaît. Et donc, Laura et son père rencontrent l'un de leurs amis proches, le général Spilsdorf, et le général Spilsdorf leur explique une situation, enfin en fait la situation, les circonstances de la mort de sa nièce, et donc bah là petit à petit on est en train de se rendre compte que les circonstances de la mort de sa nièce c'est qu'il a rencontré une femme
qui était très mystérieuse, etc. et qui lui a dit « Est-ce que vous pourriez garder ma fille, s'il vous plaît? Elle est malade, elle est pas bien, et je dois m'en aller de manière urgente. » Et comme par hasard, cette fille s'appelle Milarka. Enfin bon, bref. Donc voilà, tu commences à comprendre, je pense, où je veux en venir. Mais là, on est dans deux récits enchâssés, vraiment analogues, quoi. C'est limite, j'ai hâte de voir la fin et le dénouement pour savoir si c'est vraiment un piège très élaboré de la part de Carmilla et de sa mère, du coup, pour essayer de faucher un maximum d'innocents. Enfin ouais, j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller à la fin. Ouais, c'est un peu chelou, mais moi je trouve ça intéressant. Je trouve ça bien foutu en fait. Et du coup, on va reprendre la lecture sans plus tarder, parce que j'ai quand même vachement bavardé à la pause précédente. Du coup, on est parti pour un chapitre de 6 pages, donc ce sera un tout petit peu plus long. Je pense vous reprendre d'ici 15 minutes dans le chat. À tout à l'heure. Je vous souhaite à tous une bonne écoute Elysium, bonne écoute Lily, bonne écoute Velvetugai si tu es toujours là. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure. Chapitre 13. Le bûcheron. Mais je ne tardais pas à constater certaines choses fort déplaisantes. En premier lieu, Milarka, se plaignant d'une extrême langueur, résultat de sa récente maladie, ne sortait jamais de sa chambre, qu'assez tard dans l'après-midi. Ensuite, nous fîmes par hasard une troublante découverte. Quoiqu'elle fermât toujours sa porte à double tour de l'intérieur, et ne touchât plus à la clé jusqu'au moment où elle ouvrait à la femme de chambre préposée à sa toilette, elle était souvent absente très tôt le matin, et parfois plus tard dans la journée, à des heures où elle désirait qu'on la crût couchée dans son lit. À plusieurs reprises, on la vit depuis les fenêtres du château, dans la clarté grisâtre de l'aube, marcher parmi les arbres en direction de l'est, comme une personne en état de transe. Je crus alors qu'elle était somnambule, mais cette hypothèse ne résolvait pas le problème. Comment Milarka pouvait-elle quitter sa chambre en laissant la porte fermée à clé de l'intérieur? Comment pouvait-elle sortir de la maison sans ouvrir ni porte ni fenêtre? À ma perplexité s'ajouta bientôt une angoisse beaucoup plus vive. Ma pauvre enfant commença à perdre sa bonne mine et sa santé de façon si mystérieuse et si horrible que j'en ressentis une véritable épouvante. Elle fut d'abord hantée par des rêves affreux, puis par un spectre qui avait tantôt l'apparence de Milarka, tantôt celle d'une bête aux formes indistinctes rôdant autour de son lit. Puis vinrent des sensations étranges. L'une d'elles, point désagréable mais très particulière, ressemblait au flux d'un courant glacé contre sa poitrine. Par la suite, il lui sembla que de longues aiguilles la transperçaient un peu au-dessous de la gorge, en lui causant une violente douleur. Quelques nuits plus tard, elle eut l'impression d'un étranglement progressif qui finirait par lui faire perdre conscience. J'avais pu distinguer nettement les dernières phrases que le général venait de prononcer, car à ce moment-là, nous roulions sur l'herbe rase qui envahit les deux côtés de la route, aux abords du village, sans toit, d'où nulle fumée ne s'est élevée depuis un demi-siècle. Vous pouvez imaginer combien je fus stupéfaite d'entendre le vieux soldat décrire exactement les symptômes de mon mal en relatant ceux de la pauvre fille qui, si elle avait survécu, aurait été à ce moment même en visite au château de mon père. Vous pouvez imaginer aussi combien je fus stupéfaite de l'entendre raconter en détail des habitudes et un comportement mystérieux qui étaient ceux-là même de notre belle invitée, Carmilla. Une clairière s'ouvrit dans la forêt. Nous nous trouvâmes soudain au pied des pignons et des cheminées du village en ruine que dominaient au sommet d'une légère éminence les tours et les créneaux du château démantelé, entourés d'un bouquet d'arbres gigantesques. Je descendis de la voiture, plongé dans un rêve d'épouvante. Puis sans mot dire, car chacun de nous avait ample matière à réflexion, nous gravîmes la pente et nous retrouvâmes bientôt en train d'errer parmi les vastes salles, les escaliers et les sombres corridors du château. Voici donc l'antique résidence de Karnstein, dit enfin le général, tandis que, par une grande fenêtre, il contemplait le village et la vaste étendue de la forêt. C'est ici que cette effroyable famille a rédigé ses chroniques sanglantes. Il est vraiment pénible que ces monstres continuent, après leur mort, à tourmenter la race humaine par leurs abominables appétits. Leur chapelle se trouve là-bas. Il montrait du doigt les murs gris d'une construction gothique bâtie à mi-pente, partiellement dissimulée dans le feuillage. Et j'entends la hache d'un bûcheron en train de travailler au milieu des arbres qui l'entourent, poursuivit-il. Peut-être pourra-t-il me donner le renseignement que je cherche, et m'indiquer la tombe de Mircalla, comtesse de Karnstein. Ces paysans conservent les traditions locales des grandes familles dont les gens riches et titrés oublient l'histoire dès qu'elles sont éteintes.
Nous avons au château un portrait de la comtesse Mircalla, dit mon père. Aimeriez-vous le voir? J'ai tout le temps, mon cher ami, car je crois avoir vu l'original, et mon désir d'explorer la chapelle vers laquelle nous nous dirigeons présentement a été l'un des motifs qui m'ont amené à vous rendre visite plus tôt que je n'en avais eu d'abord l'intention. Comment? Vous dites que vous avez vu la comtesse Mircalla? S'exclama mon père. Mais voyons, il y a plus d'un siècle qu'elle est morte. Pas si morte que vous le croyez, d'après ce que l'on m'a raconté. J'avoue que vous m'intriguez au plus haut point, mon cher ami. Je vis mon père regarder une fois encore son interlocuteur avec cet air de doute que j'avais discerné dans ses yeux au début de notre voyage. Mais si le comportement du général exprimait parfois la colère ou la haine, il ne révélait pas le moindre déséquilibre mental. Au moment où nous franchissions la porte ogivale de l'église, car la bâtisse méritait bien ce nom par ses dimensions, le vieux soldat poursuivit en ces termes. Désormais, un seul but peut retenir mon intérêt pendant les quelques années qui me restent à passer en ce monde. C'est d'exercer sur cette femme la vengeance dont un bras humain est encore capable, grâce à Dieu. Quel genre de vengeance vous proposez-vous d'accomplir? Demanda mon père d'un ton surpris. Je me propose de décapiter ce monstre, s'exclama le général. Tandis qu'il disait ces mots, ses joues s'empourprèrent violemment. Il frappa du pied avec force, éveillant ainsi les lugubres échos de la chapelle en ruine, et leva en même temps sa main crispée qu'il agita férocement dans l'air comme si elle eût étreint une hache. Quoi? S'écria mon père, plus stupéfait que jamais. Vous m'avez entendu, je veux lui couper la tête. Lui couper la tête? Oui, parfaitement, avec une hache ou une bêche, ou tout autre instrument capable de trancher cette gorge scélérate. Le général tremblait de fureur. Ayant pressé le pas de façon à nous précéder, il poursuivit. Je vais tout vous dire, mon ami. Cette poutre servira de siège à votre fille qui doit être lasse. Quand elle sera assise, j'achèverai mon affreuse histoire en quelques phrases. Le bloc de bois équarri, placé sur les dalles envahies par les herbes folles, formait un banc sur lequel je fus très contente de m'installer. Pendant ce temps, le général héla le bûcheron qui était en train de couper les branches d'arbres appuyés sur les vieux murs de la chapelle. Quelques instants plus tard, le vigoureux vieillard se tenait devant nous, sa hache à la main. Il ne put nous fournir aucun renseignement sur les tombes des Karstein, mais il nous dit qu'un vieux forestier logé présentement dans la maison du prêtre, à 2 miles de distance, serait à même de nous indiquer leur emplacement exact. Il s'offrit à aller le chercher moyennant quelque argent, et à nous le ramener en moins d'1 heure si nous consentions à lui prêter un de nos chevaux. Y a-t-il longtemps que vous travaillez dans cette forêt? Lui demanda mon père. J'abats des arbres ici depuis ma plus tendre jeunesse, répondit-il dans son patois. J'ai succédé à mon père, qui lui-même avait succédé à d'innombrables générations de bûcherons. Je pourrais vous montrer dans ce village en ruine la maison où tous mes ancêtres ont vécu. Pourquoi ce village a-t-il été abandonné? Demanda le général. Parce qu'il était hanté par des revenants, monsieur. Plusieurs ont été suivis jusque dans leur tombe, reconnus coupables de vampirisme, et exterminés selon la coutume établie. C'est-à-dire qu'on les a décapités, transpercés d'un pieu et brûlés. Mais ils avaient eu le temps de tuer un grand nombre de villageois. D'ailleurs, après que l'on eut pris toutes ces mesures légales, que l'on eut ouvert plusieurs tombes et privé plusieurs vampires de leur vie empruntée, le village ne fut pas délivré pour autant. Mais un jour, un gentilhomme de Moravie, de passage à Karnstein, apprit l'état des choses, et étant expert en la matière, comme le sont beaucoup de ses compatriotes, offrit de débarrasser les villageois de leurs bourreaux. Voici comment il procéda. Un soir de pleine lune, il monta, peu après le coucher du soleil, en haut du clocher de cette chapelle, d'où il pouvait observer le cimetière au-dessous de lui. Il resta à son poste de guet jusqu'au moment où il vit le vampire sortir de sa tombe, poser à terre le linceul dans lequel on l'avait enseveli, et se diriger vers le village pour en tourmenter les habitants. Le gentilhomme descendit alors du clocher, s'empara du suaire et regagna son observatoire. Quand le vampire revint et ne retrouva pas son linceul, il se mit à invectiver furieusement le morave qu'il avait aperçu au faîte du clocher et qui, en réponse, lui fit signe de venir chercher son bien. Là-dessus, le vampire, ayant accepté cette invitation, commença à grimper. Mais dès qu'il fut arrivé au créneau, le gentilhomme lui fendit la tête d'un coup d'épée, puis le précipita dans le cimetière. Après quoi, ayant descendu l'escalier tournant, il alla retrouver sa victime et la décapita. Le lendemain, il remit les restes du vampire aux villageois, qui enfoncèrent un pieu dans le cœur du monstre, puis brûlèrent la tête et le corps selon les rites consacrés. Le gentilhomme fut autorisé par celui qui était à cette époque le chef de la famille Karnstein à faire disparaître la tombe de la comtesse Mircalla, dont on oublia très vite l'emplacement. « Vous ne pourriez vraiment pas me montrer où elle se trouvait ?» demanda vivement le général. Le bûcheron sourit et fit un signe de tête négatif. « Nul ne saurait vous le dire aujourd'hui, » répondit-il. « De plus, on raconte que son corps a été enlevé, mais personne n'est sûr de cela non plus. » Sur ces mots, étant pressé par le temps, il posa sa hache et s'en alla, tandis que le général achevait son étrange récit.
Et c'est la fin du chapitre 13, les amis. On se marque à nouveau une petite pause. C'est vrai qu'il y en a encore un troisième différent, Elyséum. Carmilla, Myrkala, Millarca. C'est une toute petite astuce, et bon, c'est grillé à 2000 mètres. Mais je trouve ça marrant comme procédé d'écriture, juste. Je trouve ça drôle, ça met du piquant. Ça fait jouer un peu le lecteur, quoi. Et je trouve ça bien marrant. À la guillotine, à mort! Tout à fait. Tout à fait, monsieur Toc. Non mais oui, j'aime beaucoup le ton et l'ambiance que prend cette lecture. Je m'attendais pas du tout à ça. Après, c'est vrai que le roman est très court. Donc on avait déjà bien entamé l'histoire. Et j'arrivais pas forcément à voir où on allait avec cette histoire. Même si elle m'était plaisante, mais c'est vrai que j'avais pas d'idée de fin, quoi, on va dire. Et là, j'aime beaucoup la voie que ça a pris, tout simplement. Je trouve ça hyper intéressant. Le double récit qui fait que le narrateur, enfin, Laura et son père se rendent compte de ce qui est en train de se passer. Enfin, je trouve ça vachement intéressant. Là, le seul truc où je suis un peu mitigé, on va dire, c'est la non-réaction du père et de Laura. Genre, le père et Laura, on leur parle de vampires, etc. Ils sont en mode... ouais, pas de problème, ouais. C'est tout à fait normal. Enfin bon, il y a eu quelques remarques comme quoi le père avait un peu de mal à croire à ce que disait le général, mais bon, il a pas l'air plus bouleversé que ça, quoi. Ça te fait pas penser à mon JDR avec les noms pour la famille royale? Rhaenys, Aelia, Naenei. Ah non, mais ça, dans tous les JDR, il y a un peu ce délire-là avec les prénoms, je trouve. C'est difficile de créer un univers, mais en même temps, quand tu crées un univers, c'est vachement intéressant de jouer sur les sonorités des noms, des lieux. Et tout ça, ça te donne directement, juste par les sonorités, je trouve ça trop cool. Directement, ça indique au lecteur, bon bah on est plutôt dans une histoire fun, ou au contraire lugubre, avec des gens plutôt de telle ou telle classe sociale, etc. Enfin, je trouve ça vachement cool. Ok Lily, pas de soucis. Bah du coup, merci d'être passé Lily, ça fait très plaisir. Et à tout à l'heure si tu le repasses. Merci pour tout, ça fait plaisir. Et du coup, ouais, j'irai aussi sur le live de Cora ensuite. Ah, quoique, mon frère m'attend peut-être pour jouer, je ne suis pas sûr. Bon, bref, du coup, je sais pas si je rejoindrai sur le live de Cora. Bref. On arrive qu'à 1h07 de live, mais en fait, on fait la lecture super vite là. Parce qu'il nous reste que 3 chapitres. D'ailleurs, là, ça se sent, je trouve, dans la lecture qu'on arrive à la fin. Je sais pas, enfin, je trouve que c'est hyper bien géré. Alors, forcément, le roman est très court. Donc, peut-être que c'est plus facile d'arriver à ce moment-là. Mais je trouve que la montée de pression est vachement intéressante. Dans le sens où on a eu un récit. On a eu le deuxième récit qui fait monter aussi la tension du premier. Puis là, on va avoir le dénouement du premier, je suppose, qui va finir de faire doublement monter les tensions. Et puis là, en 2-3 chapitres, on va avoir boum, vraiment les révélations et le dénouement du livre, du roman. Donc je trouve ça grave cool. Enfin, j'aime vraiment. Ce roman est simple, très très classique. Genre, c'est ce que je disais lors des derniers lives. C'est vraiment très ressemblant à tout ce qui se fait de vampirique, entre guillemets. Donc voilà, je trouve ça très classique, très simple. Et je trouve ça super bien fait. Je trouve l'histoire assez engageante. Perso, j'aime plutôt bien les personnages. Et je trouve qu'en termes de mécanique, de technique d'écriture, bah c'est bien foutu. Enfin ouais, je trouve ça vachement cool. Pas le temps, trop de vitesse, nous dit Elyséum. Mais oui, c'est ça, il y a du rythme. Et ça, j'aime bien. C'est ce que je vous disais la dernière fois en plus, que je trouve que c'est un peu ce qui manque souvent dans les romans. Cette montée vers le summum, vers l'apogée, vers le paroxysme, vers le zénith. Voilà, j'ai dit mes 4 synonymes, je suis content. Mais c'est vrai que c'est le truc qui manque parfois et qui donne le sentiment de
Ah, dommage. Le sentiment de t'arriver à la fin d'une œuvre et t'es là. Ah, dommage, c'est bien, mais j'aurais préféré que ça se finisse autrement. J'aurais aimé que ce soit plus flamboyant, plus grandiloquent. Bref, on va se lancer dans la suite de la lecture, avec sans doute la suite du récit du général Spilsdorf. Et du coup, ah oui, ça d'ailleurs, bah oui, ouais, voilà, je vois que ça va être le général Spilsdorf. Ça par contre, pour le coup, c'est mal fait, entre guillemets, donc je sais pas si c'est l'auteur original ou la traduction, mais bon. Apparemment, l'auteur original, Joseph Sheridan Le Fanu, était capable du meilleur et du pire, d'après ce que nous dit le traducteur. Donc apparemment, des fois, il fait des maladroitesses. Ça se dit. Bref. Et du coup, c'est vrai que là, pour le coup, ce que je trouve pas très clair, parce qu'il y en a encore eu dans ce chapitre, c'est les changements de narrateur. C'est le récit enchâssé dans l'autre. Des fois, on sait pas bien si c'est le général ou si c'est Laura qui va parler du coup. Enfin bon, bref. Voilà, c'est le petit bémol que je mettrai à cette lecture pour l'instant. Du coup, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute Elysium, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre, et bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour la prochaine pause. Chapitre 14. La rencontre. L'état de ma pauvre nièce empirait rapidement. Le médecin qui l'a soignée n'avait pu agir le moins du monde sur sa maladie, car à cette époque, je la croyais simplement malade. Voyant mon inquiétude, il me suggéra d'appeler un de ses confrères en consultation. J'envoyai un message à un praticien de Graz, beaucoup plus compétent que le mien. Plusieurs jours s'écoulèrent avant son arrivée. C'était non seulement un savant, mais encore un homme pieux et bon. Après avoir examiné la patiente, les deux médecins se retirèrent dans ma bibliothèque pour conférer. De la pièce voisine où j'attendais qu'il leur plût de me faire venir, j'entendais bientôt des éclats de voix que je jugeais trop violents pour une simple discussion philosophique. Je frappai à la porte et entrai. Le vieux médecin de Graz défendait sa théorie avec vigueur. Son rival la combattait, en la tournant ouvertement en ridicule, et riait sans aucune retenue. Cette hilarité déplacée et l'altercation entre les deux hommes prirent fin dès que je pénétrai dans la pièce. « Monsieur, » me dit mon praticien habituel, « mon savant confrère semble croire que vous avez besoin d'un sorcier et non d'un médecin. »« Veuillez m'excuser, » déclara l'autre d'un air mécontent. Mais j'exposerai à ma façon mon interprétation personnelle de cette affaire une autre fois. Je regrette profondément, en général, que ma science et mon habileté professionnelle ne puissent vous être d'aucun secours. Néanmoins, avant de partir, je vais avoir l'honneur de vous faire une suggestion. Il parut s'absorber quelques instants dans ses pensées, s'assit à une table et se mit à écrire. Terriblement déçu, je me retirai après l'avoir salué. Au moment où je me retournai pour gagner la porte, mon médecin me montra du doigt son confrère, puis, haussant les épaules, se toucha le front d'un geste significatif. Cette consultation me laissait donc exactement au point où je me trouvais déjà. Presque fou de chagrin, j'allais me promener dans le parc où le médecin de Graz vint me retrouver un quart d'heure plus tard. Il me pria de l'excuser de m'avoir suivi, et ajouta que, en toute conscience, il ne pouvait quitter le château sans m'avoir dit quelques mots de plus. Il m'affirma qu'il était absolument sûr de son diagnostic. Aucune maladie naturelle ne s'accompagnait de symptômes pareils, et la mort était proche. Il restait pourtant 1 ou 2 jours de vie. Si l'on parvenait à empêcher immédiatement la crise fatale, ma pupille pourrait peut-être retrouver ses forces au prix des plus grands soins. Mais à présent, on était à l'extrême limite de l'irrévocable. Une nouvelle attaque suffirait à éteindre la dernière étincelle de vitalité qui pouvait mourir d'un instant à l'autre. « Et de quelle nature est l'attaque dont vous parlez » lui demandai-je d'un ton suppliant. « J'ai tout relaté en détail dans cette lettre. Je la remets entre vos mains à la condition expresse que vous mendiez le prêtre le plus proche, et que vous la lisiez seulement en sa présence. Sans cela, vous la dédaignerez alors qu'il s'agit de vie ou de mort. Mais si vous ne pouvez pas joindre un ecclésiastique quelconque, alors lisez la lettre tout seul. » Avant de prendre congé, il me demanda si j'aimerais voir un homme étrangement versé en une matière qui m'intéresserait sans doute à l'extrême quand j'aurais lu sa lettre, et il me pressa vivement de l'inviter à me rendre visite. Là-dessus, il se retira. Le prêtre, n'étant pas à son domicile, je pris connaissance de la lettre sans témoin. En d'autres temps ou dans d'autres circonstances, je l'aurais peut-être trouvé grotesque. Mais à quelle charlatanerie n'aurait-on pas recours lorsque la vie d'un objet aimé est en jeu, et que tous les moyens habituels ont échoué ? Vous allez sans doute me dire que rien ne saurait être plus absurde que la lettre du savant médecin. Elle semblait assez monstrueuse pour justifier l'internement de son auteur dans un asile d'aliénés. Il affirmait que la patiente recevait les visites d'un vampire.
Les piqûres qu'elle disait avoir ressenties à la naissance de la gorge étaient causées par les deux longues dents minces et aiguës qui constituent une des particularités bien connues de ces monstres. Quant à la petite meurtrissure visible au même endroit, il ne pouvait y avoir le moindre doute à son sujet. Tous les experts s'accordaient pour reconnaître qu'elle était produite par les lèvres du démon. En outre, les divers symptômes décrits par la malade correspondaient exactement à ceux qui avaient été mentionnés dans des cas similaires. Comme je ne croyais absolument pas à l'existence des vampires, cette théorie de l'excellent médecin me parut fournir encore un exemple de savoir et d'intelligence bizarrement alliés avec une superstition ridicule. Et dans mon désespoir, je résolus d'agir selon les instructions de la lettre plutôt que de ne rien tenter. La nuit venue, je me dissimulai dans le cabinet de toilette obscur attenant à la chambre de la pauvre malade, où brûlait une bougie, et j'attendis que ma nièce fût plongée dans un profond sommeil. Conformément aux recommandations du médecin, mon épée se trouvait sur une table à portée de ma main. Debout derrière la porte dont l'entrebâillement me permettait d'observer la chambre, je fis le guet jusqu'à 1 heure du matin environ. Alors, je vis une forme noire aux contours mal définis gravir le pied du lit, et s'étendre rapidement jusqu'à la gorge de ma pauvre fille, où elle s'enfla rapidement en un instant pour devenir une grosse masse palpitante. Je restai pétrifié sur place pendant quelques secondes, ensuite je me ruai dans la chambre, l'épée à la main. Le monstre noir se contracta soudain vers le pied du lit, puis glissa à terre, et voilà que se dressa devant moi un maître du lit, fixant sur mon visage un regard empreint de terreur et de férocité, Milarca elle-même. En proie à des pensées incohérentes, je la frappai aussitôt de mon épée, mais je la vis presque au même instant debout près de la porte sans une égratignure. Horrifié, je me ruai sur elle et la frappai à nouveau. Elle avait disparu, et mon arme se brisa contre le panneau de bois. Je ne puis vous raconter en détail la fin de cette épouvantable nuit. Le spectre Milarca avait disparu, mais sa victime déclinait rapidement, et elle mourut avant l'aube. Le général se tut, en proie à une agitation violente. Nous respectâmes son silence. Mon père s'éloigna à peu de distance et se mit à lire les inscriptions gravées sur les pierres tombales, puis il franchit l'entrée d'une chapelle latérale afin de poursuivre ses recherches. Le vieux soldat s'appuya contre le mur, s'essuya les yeux et poussa un profond soupir. J'entendis avec soulagement les voix de Carmilla et madame Perrodon qui s'approchaient de nous. Ensuite, elles s'éteignirent. Au milieu de cette solitude, alors que je venais d'entendre une histoire si étrange qui avait trait aux nobles morts dont les monuments couverts de lierre tombaient en poussière autour de nous, et qui dans ses moindres détails présentait une affreuse ressemblance avec ma propre aventure dans ce lieu hanté, assombri par les masses de feuillage érigeant de toutes parts leurs masses touffues au-dessus des murs silencieux, une profonde horreur s'empara de moi, et mon cœur se serra à la pensée que mes deux amis n'allaient pas entrer tout de suite dans la chapelle pour en troubler le calme lugubre et inquiétant. Le général, les yeux fixés sur le sol, s'appuyait d'une main sur un monument brisé. Alors, sous une voûte surmontée d'un de ces démons grotesques auxquels se plaisait tant l'effroyable imagination des sculpteurs du Moyen-Âge, je vis paraître avec joie le beau visage et la gracieuse silhouette de Carmilla, qui pénétra dans la nef noyée d'ombre. Après avoir répondu par un signe de tête au sourire particulièrement séduisant qu'elle m'adressa, je m'apprêtais à me lever pour lui parler lorsque le général saisit soudain la hache du bûcheron et se précipita en avant. À sa vue, les traits de mon ami subirent une altération brutale et prirent une expression horrible, tandis qu'elle faisait un pas en arrière dans l'attitude d'un animal apeuré. Avant que j'eusse pu pousser un cri, le vieux soldat abattit son arme de toutes ses forces, mais elle esquiva le coup et saisit dans sa main minuscule le poignet de son agresseur. L'espace d'un moment, il lutta pour se libérer, mais enfin ses doigts s'ouvrirent, la hache tomba sur le sol, et Carmilla disparut. Le général revint à pas chancelant, s'appuyer contre le mur. Ses cheveux gris se hérissaient sur sa tête, son visage luisait de sueur, comme s'il eût été à l'agonie. Cette scène effroyable avait duré quelques secondes à peine. La seule chose dont je me souvienne ensuite est d'avoir vu devant moi madame Perrodon en train de répéter avec impatience « Où est mademoiselle Carmilla ?» Au bout d'un certain temps, je pus enfin lui répondre, en lui montrant la porte par laquelle elle-même venait d'entrer. « Je ne saurais vous le dire. Elle est partie par là il y a 1 minute. Mais je suis resté dans ce passage depuis son entrée dans la chapelle, et je ne l'ai pas vue ressortir. » Elle se mit alors à crier « Carmilla ?» à toutes les portes et à toutes les fenêtres, mais sans obtenir de réponse. « Ainsi elle se faisait appeler Carmilla ?» me demanda le général, toujours en proie à une violente émotion. « Oui, » répondis-je. « Bien sûr, » reprit-il. « Carmilla n'est autre que Milarca, la même qui se nommait jadis Mircalla, comtesse de Karnstein. Quittez ce lieu maudit, ma pauvre enfant, aussi vite que vous le pourrez. Gagnez la maison du prêtre, et restez-y jusqu'à notre retour.
Partez à l'instant, et puissiez-vous ne plus jamais revoir Carmilla. En tout cas, vous ne la trouverez pas ici. Et c'est la fin du chapitre 14, les amis. On se marque une pause. Et oui, Elyséum, ça va se battre. Enfin, ça a tenté de se battre déjà. Là, pour vous dire, il ne nous reste plus que un chapitre, entre guillemets. En fait, il nous en reste deux. Mais attention, je vais vous spoiler. Le dernier chapitre se nomme Conclusion. Donc, à vrai dire, l'histoire se terminera... Enfin, le gros de l'histoire se terminera dans le chapitre qu'on va lire prochainement. Et je me demande comment ça va finir toute cette histoire, parce que... Là, du coup, ça y est, je veux dire, on a tout qui est très très clair. Enfin, je veux dire, c'est déjà plutôt clair pour nous. Mais là, c'est clair pour nous, c'est clair pour les personnages, la situation dans laquelle ils sont. Donc du coup, vu qu'il reste qu'un chapitre, je me demande ce qui va se passer en si peu de temps pour conclure vraiment l'histoire, quoi. Ok, le vampire était pas là où je pensais. C'est-à-dire Elyséum. Et ouais, du coup, c'est assez cool parce que il y a des tonnes et des tonnes de mythes, de légendes, de versions de l'histoire des vampires. Et là, j'avais jamais entendu quelque chose. Enfin, j'avais déjà entendu des choses s'en rapprochant, mais je trouve que là, l'imagerie amenée dans le texte est très intéressante. Et je me dis qu'en film d'horreur, par exemple, ou en film d'épouvante plutôt, ça pourrait faire quelque chose de super. Ou même en film fantastique avec des créatures, quoi, mais ça pourrait faire quelque chose de vraiment super, je trouve. Une espèce d'ombre. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressentais par rapport à la lecture qu'on vient d'avoir. Limite, une espèce d'ombre qui peut se déplacer à une vitesse quasiment infinie, n'est-ce pas? Et puis voilà, qui se déplace comme une espèce de forme noire, informe, justement. Comme si c'était simplement une espèce d'ombre, une espèce je sais pas, moi je vois bien ça comme une espèce de vague de fumée très condensée noire qui s'étend et qui peut reprendre forme et au fur et à mesure qu'elle suce le sang de sa victime, qui commence à prendre de plus en plus matière. Enfin ouais, je trouve que ça peut être vachement intéressant. Alors, Elyséum, je me serais imaginé que le mythe se serait tourné autrement, pas du genre de la réincarnation. Et je pense pas que ce soit de la réincarnation en fait. Je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire, Elyséum. Hmm, Parce que Carmilla, Milarca et Myrkala, c'est la même personne, je pense. Donc, je sais pas si on peut parler de réincarnation. Oui, si ça se trouve, c'est moi qui ai mal compris en vrai. C'est possible également. Punaise, ça m'énerve parce que il fait encore une fois une chaleur vraiment abusée. Et du coup, je déteste ça. Là, je me sens. Alors, désolé, c'est pas glamour, hein. Mais je déteste cette sensation. Je me sens poisseux. Et c'est tellement désagréable, quoi. Genre, là, je suis en train de vous lire et je sens que je suis en train de suer sous les bras. Je sens que j'ai les doigts. Ah, j'aime pas du tout cette sensation. Bon, je vais vous éviter les détails dégoûtants, mais ça me saoule. Bah, du coup, ouais, je pense que. Alors, attends. Elyséum, ce sont les mêmes, oui, mais c'est pas la gamine. Bah, si. Genre, Laura, la narratrice, elle a une pote, entre guillemets, qui s'appelle Carmilla. Du coup, Carmilla, c'est la même que Milarca, qui est la fille qui a amené le malheur dans la famille du général, qui est la même personne que ne l'était de vieux ancêtres, Myrkala, les ancêtres des comtes Karlstein, si je dis pas de bêtises. Enfin, je pense. Attends, j'essaie de retrouver un endroit précis du chapitre. Elyséum, oh là là.
C'est vraiment si compliqué que ça à comprendre? Moi j'ai l'impression que c'est plutôt clair. Parce que du coup là tu me mets le doute et je suis en train de me dire mince, ça se trouve j'ai mal lu. Parce que ouais, ça finit par le général qui dit Carmilla n'est autre que Milarca, la même qui se nommait jadis Mircalla, comtesse de Karnstein. Donc ouais, pour moi c'est juste ça en fait, c'est juste très très simple quoi. Du coup, on va se lancer dans le chapitre 15, les amis, qui est un petit peu le dernier chapitre, même si ça l'est pas, mais... Non, mais je fais plusieurs choses à côté. Ok, Ellie, pas de soucis. Pas de soucis, de toute manière, les lives de lecture, je trouve vraiment que c'est quelque chose... Bon, après, ça se trouve, il y en a qui font que ça, et tant mieux pour eux, hein, et puis c'est gentil pour moi. Mais je trouve que ça se prête vraiment à se mettre en radio, entre guillemets, en format radio, genre juste à l'oral, comme ça, en fond, et à faire autre chose en même temps, quoi. Punaise, je vais mourir de chaud. Bref, on est parti les amis. Je vous souhaite à tous une bonne écoute Elyséum, bonne écoute à ceux dans l'ombre, bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Je crois que j'ai jamais été aussi vite pour le dire. A tout à l'heure. Chapitre 15. Ordalie et exécution. Comme le général disait ces mots, l'homme le plus étrange que j'eus jamais vu pénétra dans la chapelle en franchissant la porte par laquelle Carmilla était entrée et sortie. Grand, maigre, voûté, il avait un visage brun et sec, creusé de rides profondes. Il était vêtu de noir et coiffé d'un chapeau à larges bords de forme bizarre. Ses longs cheveux gris tombaient sur ses épaules. Il portait des lunettes d'or et avançait à pas lents d'une démarche curieusement traînante. Il tenait son visage tantôt levé vers le ciel, tantôt baissé vers la terre. Un sourire perpétuel sur les lèvres, il balançait ses longs bras maigres et agitait d'un air absent ses mains décharnées couvertes de vieux gants noirs beaucoup trop grands pour elle. « L'homme qu'il me fallait !» s'exclama le général, en allant au-devant de lui d'un air charmé. « Mon cher baron, je suis ravi de vous voir. En vérité, je n'espérais pas vous rencontrer si tôt. » Il fit un signe de la main à mon père qui venait de rentrer dans la chapelle, et alla à sa rencontre en compagnie de l'extraordinaire vieillard. Les présentations une fois terminées, les trois hommes entamèrent une conversation très sérieuse. Le baron tira de sa poche un rouleau de papier qu'il étala sur la pierre usée d'un tombeau. Puis, avec un porte-mine, il se mit à tracer des lignes imaginaires sur ce papier. Ce devait être un plan de la chapelle, car leur regard s'en détournait souvent pour se poser sur certains endroits de l'édifice. De temps à autre, le baron interrompait ce que je puis appeler sa conférence pour lire dans un petit carnet crasseux dont les pages jaunies étaient couvertes d'une fine écriture. Ils gagnèrent lentement le bas-côté en face du lieu où je me trouvais. Ensuite, ils entreprirent de mesurer les distances en comptant leurs pas. Enfin, ils s'arrêtèrent devant un pan de mur qu'ils se mirent à examiner avec le plus grand soin, arrachant le lierre qui le recouvrait, sondant le plâtre du bout de leur canne, grattant à certains endroits, frappant à d'autres. À la longue, ils constatèrent la présence d'une large plaque de marbre où se trouvaient 2 lettres gravées en relief. Avec l'aide du bûcheron, qui n'avait pas tardé à revenir, ils mirent à jour une inscription commémorative et un écusson. Ceux du tombeau depuis longtemps perdu, de Mircalla, comtesse de Karnstein. Le général, qui pourtant je le crains n'était guère enclin à prier, leva les yeux et les mains vers le ciel pendant quelques instants en une silencieuse action de grâce. « Demain, dit-il enfin, un magistrat de la haute cour sera ici, et il sera procédé à une enquête, conformément à la loi. » Puis, se tournant vers l'étrange vieillard aux lunettes d'or, il ajouta « Mon cher baron, comment pourrais-je vous remercier? Comment pourrons-nous tous vous remercier? Grâce à vous, le pays va être délivré d'un fléau qui afflige ses habitants depuis plus d'1 siècle. Dieu merci, l'ennemi est enfin dépisté. » Mon père entraîna alors les 2 hommes à l'écart. Je compris qu'il voulait les mettre hors de portée de mon ouïe pour pouvoir leur exposer mon cas, et je les vis me regarder fréquemment tout en poursuivant leur entretien. Au terme de ce conciliabule, mon père vint me trouver, m'embrassa à plusieurs reprises, puis me fit sortir de la chapelle en disant « Il est temps de regagner le château. Mais avant de reprendre le chemin du retour, il nous faut aller trouver le bon prêtre qui habite non loin d'ici, et le convaincre de se joindre à nous. » L'ecclésiastique accéda sans discussion à la requête de mon père, et nous rentrâmes tous au logis où je fus très heureuse d'arriver car j'étais épuisée de fatigue. Mais ma satisfaction fit place au désarroi quand j'appris qu'on n'avait pas de nouvelles de Carmilla.
Personne ne s'offrit à m'expliquer l'effroyable scène qui avait eu lieu dans la chapelle en ruine, et dont le souvenir était rendu plus horrible par la sinistre absence de mon ami. De toute évidence, il s'agissait d'un secret que mon père ne voulait pas me révéler pour le moment. Cette nuit-là, on prit des dispositions extraordinaires pour mon coucher. 2 servantes et madame Perrodon s'installèrent dans ma chambre pour y veiller jusqu'au jour, tandis que le prêtre et mon père faisaient bonne garde dans le cabinet de toilette. Au préalable, l'ecclésiastique avait accompli certains rites solennels dont je ne compris pas le sens, tout de même que je ne compris pas la raison des précautions extraordinaires prises pour assurer ma sécurité pendant mon sommeil. Il me fallut attendre quelques jours pour que tout me fût révélé. Dans l'intervalle, mes souffrances nocturnes disparurent en même temps que Carmilla. Vous avez sans doute entendu parler de la terrible superstition qui règne en Moravie, en Silésie, en Serbie, en Pologne, et même en Styrie, à savoir la superstition du vampire. Si l'on accorde quelque valeur aux témoignages humains portés avec tout le soin et la solennité voulue, au milieu d'un grand appareil judiciaire, par devant d'innombrables commissions composées de plusieurs membres bien connus pour leur intégrité et leur intelligence, qui ont rédigé des procès-verbaux plus volumineux que tous ceux ayant trait à n'importe quel autre genre d'affaires, alors il est difficile de nier, ou même de mettre en doute, l'existence du vampirisme. Pour ma part, je ne connais aucune théorie permettant d'expliquer ce que j'ai moi-même éprouvé, à l'exception de celle qui nous est fournie par l'antique croyance du pays. Le lendemain de ce jour mémorable, l'enquête officielle eut lieu dans la chapelle du château de Karnstein. On ouvrit le tombeau de la comtesse Mircalla. Le général et mon père reconnurent tous deux leur belle et perfide invitée. Bien qu'il se fût écoulé 150 ans depuis son inhumation, son visage avait conservé les teintes chaudes de la vie, et ses yeux étaient grands ouverts. Aucune odeur cadavérique ne s'exhalait du cercueil. Les 2 médecins présents, l'un appointé par le gouvernement, l'autre par le promoteur de l'enquête, attestèrent ce fait prodigieux que l'on pouvait percevoir une faible respiration et de légers battements du cœur. Les membres étaient parfaitement flexibles, la chair avait gardé toute son élasticité. Au fond du cercueil de plomb, le corps baignait dans 7 ou 8 pouces de sang. Toutes les preuves du vampirisme se trouvaient donc réunies. En conséquence, on mit le corps debout, selon la coutume antique, et l'on enfonça un pieu aigu dans le cœur du vampire qui poussa alors un cri perçant, en tout point semblable à celui d'un être vivant prêt à rendre l'âme. Puis on trancha la tête et un flot de sang ruissela du cou sectionné, après quoi on plaça le corps et la tête sur un bûcher. Les cendres furent dispersées dans l'eau de la rivière qui les emporta au loin, et depuis lors le pays n'a jamais plus été infesté par les visites d'un vampire. Mon père possède une copie du procès-verbal de la commission impériale, sur lequel figurent les signatures de tous ceux qui assistèrent à l'enquête et à l'exécution. Ma relation de cette affreuse scène est un simple résumé de ce document officiel. Et c'est la fin du chapitre 15, les amis. On marque une très très courte pause, car on va directement enchaîner avec la conclusion. Pour ne pas tout simplement se couper de l'ambiance. Et du coup, Velvetugay, je suppose que tu étais parti. Elyséum, je kiffe totalement pour ça. De quoi tu parles, Ellie? Et du coup, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Je vais me lancer vraiment directement dans la conclusion, vu que le chapitre précédent était court et que là, c'est la fin du roman, donc c'est important d'avoir tout ça ensemble, je trouve. Bref, je vous souhaite à tous une bonne écoute Elyséum, bonne écoute Velvetugay, bonne écoute à ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout de suite pour la fin du live. Chapitre 16. Conclusion. Sans doute imaginez-vous que j'écris tout ceci de sang-froid. Or il n'en est rien. Je ne puis y songer sans ressentir une profonde émotion. Seul votre vif désir, maintes fois exprimé, a pu me décider à entreprendre une tâche qui a ébranlé mes nerfs pour plusieurs mois à venir, et fait revivre cette indicible horreur qui, pendant plusieurs années après ma délivrance, a continué de hanter mes jours et mes nuits, et de me rendre la solitude affreusement insupportable. Permettez-moi à présent d'ajouter quelques mots au sujet de l'étrange baron Vordenburg, dont le curieux savoir nous permit de découvrir le tombeau de la comtesse Milarka. Il s'était établi à Graz, où il vivait d'un maigre revenu, tout ce qui lui restait des biens princiers que possédait jadis sa famille en Haute-Styrie, et s'était consacré à de minutieuses recherches sur la tradition du vampirisme dont il existe tant de preuves étonnantes. Il avait à sa disposition tous les ouvrages, majeurs et mineurs, traitant ce sujet. Magia Postuma,
Phlegon de Mirabilibus, Augustinus de Cura pro mortuis, Philosophicae et Christianae Cogitationes de Vampiris, par Jean-Christophe Ehrenberg, et 1000 autres parmi lesquels je me rappelle uniquement un petit nombre de ceux qu'il prêta à mon père. Il possédait un volumineux digeste de toutes les affaires judiciaires où des vampires se trouvaient en cause, et il en avait extrait un système des principes qui semblent régir, soit de façon constante, soit de façon fortuite, la condition de ces monstres. À ce propos, je dois dire que la pâleur mortelle attribuée à ce revenant n'est qu'une fiction mélodramatique. Aussi bien dans la tombe que dans la société des êtres humains, ils offrent l'apparence de la vie et de la santé. Lorsqu'on les expose à la lumière du jour dans leur cercueil, ils présentent ces mêmes symptômes qui prouvèrent que la comtesse de Karnstein était bel et bien un vampire. Comment ils quittent leur tombe et y reviennent chaque jour pendant un certain nombre d'heures sans déplacer la terre, ni laisser la moindre trace de désordre dans l'état de leur cercueil ou de leur suaire, c'est là un mystère que l'on a toujours tenu pour entièrement inexplicable. Le vampire entretient son existence amphibie grâce à un sommeil quotidien renouvelé dans sa tombe. Son horrible appétit de sang vivant lui fournit la vigueur qui lui est nécessaire à l'état de veille. Il est enclin à éprouver, à l'égard de certaines personnes, un attachement violent fort semblable à la passion amoureuse. Dans la poursuite de l'objet de son désir, il déploiera alors une ruse et une patience inépuisables, car il peut rencontrer sans obstacle susceptible de l'empêcher d'arriver à ses fins. Jamais il ne renoncera à sa poursuite jusqu'à ce qu'il ait assouvi sa passion et bu jusqu'à la dernière goutte le sang de sa victime convoitée. Dans ces cas-là, il s'applique à faire durer son plaisir criminel avec tout le raffinement d'un gourmet, et il en rehaussera la force par une cour habile et progressive. Il semble alors aspirer à obtenir le consentement et à gagner la sympathie de sa proie, tandis que, d'ordinaire, il va droit au but, maîtrise sa victime par la violence, et souvent même l'étrangle et la draine de tout son sang en un seul festin. Dans certaines circonstances, il semble que le vampire soit soumis à des conditions particulières. Ainsi, Mircalla, selon toute apparence, était contrainte à porter un nom qui devait reproduire le sien propre sous forme d'anagramme, sans y ajouter ni en retrancher une seule lettre. Mircalla devint donc Milarca puis Carmilla. Le baron Vordenburg séjourna au château pendant 2 ou 3 semaines après l'exécution de Carmilla. Mon père en profita pour lui relater l'histoire du gentilhomme morave et du vampire du cimetière de Karnstein. Après quoi, il lui demanda comment il avait découvert l'emplacement exact du tombeau si longtemps caché de la comtesse de Karnstein. Les traits grotesques du baron se plissèrent en un sourire mystérieux, tandis qu'il tenait son regard fixé sur son vieil étui à lunettes qu'il ne cessait de tripoter en souriant. Puis, il leva les yeux et répondit « Je possède de nombreux documents de toutes sortes rédigés par cet homme remarquable. Le plus curieux est celui qui relate sa visite à Karnstein. Naturellement, la tradition déforme toujours un peu les faits. Sans doute avait-il droit au titre de gentilhomme morave, car il était de naissance noble et avait établi sa résidence en Moravie. Mais en réalité, il avait vu le jour en Haute-Styrie. Je me contenterai de dire à son sujet que, dans sa jeunesse, il avait passionnément aimé la belle Mircalla, comtesse de Karnstein, dont la mort prématurée le plongea dans une affliction inconsolable. Je dois mentionner, avant de poursuivre, qu'il est dans la nature des vampires de croître et multiplier selon une loi sinistre dont l'existence ne fait aucun doute. Prenez un territoire parfaitement exempt de ce fléau, comment le vampire y prend-il naissance et comment se multiplie-t-il? Je vais vous l'apprendre. Un être plus ou moins corrompu met fin à ses jours. En certaines circonstances, se suicider devient un vampire. Ce spectre visite des vivants pendant leur sommeil, ils meurent à leur tour, et presque invariablement, une fois dans la tombe, ils se métamorphosent en vampires. Tel fut le cas de la belle comtesse Mircalla qui avait été hantée par l'un de ces démons. Mon ancêtre Vordenburg, dont je porte encore le titre, ne tarda pas à découvrir ce fait, et au cours des études auxquelles il se consacra par la suite, il en apprit bien avantage. Entre autres choses, il en vint en conclure que tôt ou tard, sa Mircalla bien-aimée serait soupçonnée de vampirisme, et il fut horrifié à l'idée que ses restes seraient profanés par une exécution posthume. Il a laissé un curieux écrit où il prouve que le vampire, une fois expulsé de son existence amphibie, se trouve projeté dans une vie beaucoup plus affreuse. C'est pourquoi il résolut d'épargner ce destin à celle qui avait été son idole. À cet effet, il adopta le stratagème de ce voyage à Karnstein, où il feignit d'enlever la dépouille de Mircalla et se contenta de cacher l'emplacement de son tombeau. Sur la fin de sa vie, quand il contempla du haut de son grand âge les scènes qu'il allait laisser derrière lui, son acte lui apparut sous un jour tout différent, et il fut saisi d'horreur. Alors il rédigea les notes et traça le plan qui m'ont guidé jusqu'à l'endroit exact où se trouvait le tombeau, puis il fit un compte-rendu écrit de sa supercherie. En admettant qu'il ait eu l'intention de faire autre chose, la mort l'en a empêché.
Et c'est la main d'un de ces lointains descendants qui, trop tard pour beaucoup d'infortunés, a guidé les recherches jusqu'à la tanière du monstre. Au cours de cette même conversation, le baron Vordenburg nous dit encore, entre autres choses, « Une des caractéristiques du vampire est la force extraordinaire de sa main. Les doigts frêles de Mircalla se sont refermés comme un étau sur le poignet du général quand il a levé la hache pour la frapper. Mais le pouvoir de cette main ne se borne pas à sa formidable étreinte. Elle laisse dans le membre touché une paralysie qui disparaît très lentement, et même parfois persiste jusqu'à la mort. » Au printemps suivant, mon père m'emmena faire un voyage en Italie qui dura plus d'1 an. La terreur engendrée par mon aventure garda pendant longtemps toute sa force dans mon esprit. Aujourd'hui encore, l'image de Carmilla me revient en mémoire sous des aspects divers et estompés. Parfois, c'est la belle jeune fille enjouée et languide. Parfois, le démon aux traits convulsés que je vis dans l'église en ruine. Et j'ai bien souvent tressailli au cours d'une de mes rêveries, en croyant entendre le pas léger de Carmilla devant la porte du salon. Et c'est la fin du chapitre 16. C'est donc également la fin de Carmilla, écrit par Joseph Sheridan Le Fanu. C'est donc la fin de ce live. Nous allons passer à l'outro. D'accord, Elysium. Elysium, du coup, qui nous disait « Je kiffe totalement, écouter en faisant d'autres choses ». Ouais, bah ouais, je pense que c'est la manière la plus agréable de savourer les lives de lecture. Et du coup, je ne sais pas ce que vous avez pensé, ce que vous avez pu penser de ce roman. En fait, c'est très bizarre parce que je vous faisais juste avant la remarque que souvent, la fin des romans, je suis un peu déçu parce que je trouve qu'il n'y a pas l'apothéose, comment dire, bah la fin palpitante, quoi. Et là, dans ce roman, bah finalement, il n'y a pas une fin, enfin si, il y a une fin de ouf dans le sens où il y a une exécution, voilà, il y a décapitation, etc., mais il n'y a pas eu de chasse aux vampires, ça n'a pas été très difficile, ça a été même pas difficile du tout, parce que ça s'est fait en moins d'un chapitre sur 16, d'analyser où était le vampire et de le tuer, quoi. Ils ont juste fait appel à quelqu'un, et puis hop, ils mettent en pratique des rites et des vieilles croyances, et c'est bon. Donc, et le vampire n'a même pas pu se défendre, vu qu'il était, entre guillemets, endormi dans son cercueil, quoi. Donc, je trouve que il n'y a pas eu l'apothéose que je réclamais, et bizarrement, cette fin me satisfait quand même. Je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve ça vachement intéressant parce que du coup, ça fait plus... Bah, comme Elysium nous dit, on a eu une thèse sur les vampires, bah, c'est un peu ça, ça fait plus juste une chronique, entre guillemets. Ça fait juste une chronique de une attaque de vampires. Enfin, voilà, c'est très bizarre, mais c'est juste une personne qui a été confrontée au phénomène vampire et qui explique ça de son point de vue. Et puis au final, en plus, on a à la fin 2 versions, puisqu'on a la version juridique, entre guillemets, avec la commission impériale, etc. Et la version de Vordenburg, qui nous explique comment dézinguer du zombie, non, comment dézinguer du vampire, quelles sont ses habitudes, hein, ses mœurs, ses us et coutumes. Mais bon, c'est marrant. Attendez. D'accord. Bon, en fait, je relisais une note du texte parce que j'avais vu qu'il y avait une note sur Vordenburg, justement. Donc du coup, je me demandais s'ils expliquaient d'où venait ce nom de famille. En fait, ils l'expliquent pas. Par contre, on a une note du... Mais bon, le truc, c'est que je sais même pas si je vous le dis parce que c'est vraiment des suppositions, quoi. Bon, en gros, on a une note du mec qui a fait l'édition. Enfin, du mec... je suppose que les notes sont du traducteur, ça arrive souvent. Je sais pas trop, en fait. Si, ça doit être ça. Mais en tout cas, la note nous dit que grosso modo, il y avait encore des maladresses dans la manière dont c'était amené dans le texte, etc., etc.
Mais bon, après, ça, c'est peut-être un peu subjectif, donc je sais pas trop si on peut dire que c'est une valeur sûre, entre guillemets. Par contre, on apprend un truc intéressant, entre guillemets. Il nous dit « On peut attribuer ces défaillances successives à l'état mental de Lefanu qui, à l'époque où il écrivit Carmilla, peu après la mort de sa femme, était perpétuellement hanté par d'horribles cauchemars susceptibles d'altérer ses facultés raisonnantes. » Donc du coup, j'avais jamais rien lu de Joseph Sheridan Le Fanu parce que je ne le connaissais même pas. Mais je trouve ça intéressant de savoir que, voilà, au moment où il a écrit ce texte, il était lui-même sujet à une grande tristesse et à de la tourmente mentale, quoi. Je trouve que ce genre d'informations peuvent éclairer parfois les textes. Et là, je trouve que ça l'éclaire un petit peu, oui. En tout cas, ouais, je suis content d'avoir eu une thèse, entre guillemets, sur les vampires. Limite, j'aurais aimé en savoir un peu plus. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment le vampire classique, je trouve. Et du coup, ça s'est joué peut-être sur les... Comment dire? C'est peut-être joué sur des indices et des détails qui sont un peu moins mis en avant d'habitude. Du style le délire... comment dire? Bah, le délire que... je sais pas comment expliquer. Mais que ce soit très détaillé, en mode, il faut qu'il se réveille, qu'il fasse le plein de sang, qu'il revienne sous terre sans bouger la terre et tout, sans qu'on comprenne comment, qu'ils reviennent, etc. Que pour les arrêter, il faut soulever le linceul et tout. Enfin, je veux dire, ouais, c'est très détaillé. Il y a comment on appelle ça? Machin operandi, là. Mince, je ne me souviens plus. Mundus operandi, c'est ça? Modus operandi, voilà. Un mode opératoire. Modus operandi. Modus operandi, je sais pas trop. Mais bon, bref. De comment exécuter un vampire. Enfin, je trouve ça intéressant. Enfin, voilà, je vais pas m'étaler plus que ça, parce que sinon je vais encore me répéter à l'infini, comme d'habitude, vous me connaissez. En tout cas, j'espère que la lecture de Carmilla par Sheridan Le Fanu vous aura plu. Moi, elle m'a vraiment plu. C'est la première fois, je vous le répète, que je lisais un texte avec vous dont je n'avais aucune connaissance, dont je ne connaissais pas l'auteur, j'avais rien lu de cet auteur, j'avais jamais entendu parler de ce texte avant que l'un des viewers me le propose. Donc c'est intéressant de se lancer dans ce genre de lecture. Et c'était un peu obscur et sombre pour moi, mais c'est une bonne découverte, une bonne surprise. J'ai bien apprécié. J'espère que vous aussi. Et du coup, si vous en avez à l'avenir d'autres à me proposer de ce genre, enfin de ce genre, pas forcément de ce genre, mais je veux dire, qui soient peut-être un peu moins grand public, un peu moins connus, bah n'hésitez pas, ça peut être intéressant de faire des découvertes. Et du coup, je vous réitère l'appel. N'hésitez pas à me dire si vous préférez Poème saturnien de Verlaine ou Émos et Camée de Théophile Gautier pour la prochaine lecture. Je pense qu'on partira sur les poèmes saturniens de Verlaine en vrai. Je sais pas encore, mais je pense. Et vu que c'est de la poésie, c'est des lectures et des lives un peu spéciaux. Donc je sais pas encore trop comment je vais m'organiser. On verra ça ensemble la prochaine fois. Le prochain live aura quasi certainement lieu mercredi. Mercredi 13 juin 2018. Donc du coup, voilà, ceux qui veulent suivre la lecture de quelques poésies, n'hésitez pas à nous rejoindre ce jour-là. Et sur ce, je pense avoir tout dit, je pense avoir bien fait le tour, et je n'ai pas envie de me répéter, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne écoute, et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine lecture. Bye bye!